Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'une œuvre du studio Ghibli. À travers ceci, on évoque légèrement l'histoire du Japon, mais surtout ses mythes et légendes. Et de ce fait, plus particulièrement du shintoïsme et d'écologie. Alors, installez-vous confortablement au coin du feu pour Princesse Mononoke. Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et aujourd'hui on va parler d'un film culte de Hayao Miyazaki, donc du studio Ghibli. Mais avant d'en préciser davantage, on va comme d'habitude demander à Davin s'il va bien. Vas-tu bien, Davin? Ici, c'est la Rochelle. Ici, c'est la Rochelle. Merci à tous et à toutes. Le mec qui part en conférence. Ouais, c'est clair. J'espère qu'on n'a pas des supporters, des auditeurs Des supporters toulousains qui vont, ils vont se désabonner direct. Non, excusez-nous, c'est que Bah, ils comprendront. La Rochelle vient de gagner la Coupe d'Europe de rugby. J'étais à l'instant sur le vieux port de La Rochelle. Voilà, il fallait partager cette petite joie et on va essayer de vous la communiquer lors de cette émission. Parce que je suis en pleine forme, je te l'annonce, je suis en pleine forme. Ouais. Et vous allez le voir. Alors, mais toi, le mec, il est en train de boire carrément. Ah bah oui, bah moi je profite que je parle. je profite de ce moment pour boire du rhum. C'est la fête. Carrément. Mais du rhum sans alcool, bien sûr. Évidemment, oui, c'est une nouvelle bouteille de rhum sans alcool. Et en plus, méprenez-vous, ça existe réellement. Même si ce n'est pas ce que j'ai dans mon verre. Hein. Autant être sincère et honnête avec nos auditeurs. Mais le rhum sans alcool existe. Il va falloir que je goûte d'ailleurs. Mais c'est clair. Mais bon, on curieux. n'est pas là pour ça. Non, on est là tout. pour débriefer ce match fantastique de La Rochelle qui a marqué en plus à la dernière seconde. Oui, bah oui. C'était fou. Voilà. Bien sûr. Les gens, vous C'est êtes pas ça l'émission ce soir. Non, mais non. Moi, je parle de rien d'autre ce soir. Du coup, non, c'est c'est pas ça. Bah, les gens, vous allez comprendre. Non, on va passer à l'émission, mais juste, voilà, je voulais féliciter les joueurs rochelais quand même parce que c'est beau. Une petite ville comme ça, sur le toit de l'Europe, ça fait même bizarre. Hier, je te jure, ça fait bizarre. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'habite pas loin de La Rochelle. Toi, t'as passé ton enfance et ton adolescence à La Rochelle. Maintenant, tu nous as laissés. Tout à tu fait. nous as quittés. Tout à fait. Sale traître. Ah, moi, je suis pour le donc, stade on s'est toulousain rencontrés sur La Rochelle. Ouh, alors là. Voilà. On s'est rencontrés sur La Rochelle. On a passé toutes nos plus belles soirées, je pense, sur La Rochelle. Donc voilà, fallait qu'on fasse un petit coucou quand même. Et puis, ça fait bizarre de voir en fait La Rochelle, une petite ville quoi, sur le toit de l'Europe. C'est le feu là-bas. C'est le feu. C'est une dinguerie. Allez voir la vidéo sur soit sur TikTok. Je vous ai fait un petit reportage au coin du feu spécial du bus des joueurs. Donc, et ça fait le parce buzz. Que la semaine dernière, je vous ai fait la pub pour notre YouTube parce qu'on devient YouTubeur, faut le dire. Là maintenant, on devient Instagrammeur et TikToker. Je vous l'annonce. Ouais, on fait un peu trop de choses. On est influenceur, clairement. On est influenceur. Ah bah c'est ça. Donc, si vous voulez donner des dons, allez sur Tipeee. Le mec qui pense qu'à la thune. On n'a même pas de Tipeee pour le coup. Faudrait qu'on ouvre un Tipeee un jour. Pourquoi pas? On sait jamais. Jamais. Pour se payer un peu de matos, parce que c'est vrai que nous, on est vraiment les podcasteurs de la dèche. Du vraiment, dimanche. Les locaux. Pour le coup. Ah ben voilà, c'est pour ça. Enfin, au moment où on enregistre, parce qu'on va la publier dans 2 ou 3 jours. Donc, c'est ça. Voilà. C'est ça. Bref, on commence ou quoi? Allez, on commence, mes amis, parce que là, vous savez de quoi on va parler. Mais quand même, au cas où, si vous avez loupé le titre et l'intro, je vais quand même le répéter. On va parler de quoi? On va parler de Princesse Mononoke, donc un film de Hayao Miyazaki. Un de ses meilleurs films, je pense, d'ailleurs, qui a reçu une nomination meilleur film et meilleur film d'animation. Mais au Japon, donc c'est des nominations particulières, c'est un nom particulier, je ne l'ai pas retenu. Donc ce film est sorti le 12 juillet 1997. On n'est pas du tout sur une œuvre d'actualité, là, clairement non. Oui, là. Mais pourtant, même si l'œuvre date, je trouve qu'il ne vieillit pas, et en plus, il pourrait être quand même d'actualité sur les sujets
qu'il évoque, c'est ça qui est intéressant dans cet anime. C'est même hallucinant. Ouais, c'est hallucinant. Moi, je l'avais pas vu depuis des années, ce film. Je l'ai regardé pour l'émission. C'est ouf. En termes de sujet, enfin, c'est vraiment actuel sur tous les sujets quasiment, quoi. Donc mais je trouve que c'est impressionnant. Là-dessus, Hayao Miyazaki est vraiment très fort. Moi, j'avais acheté le Blu-ray il y a longtemps de ça. Hein. Je crois que ça fait 3-4 ans que j'ai le Blu-ray. Et que j'attends le moment pour regarder le Blu-ray. Ouais, parce qu'on sait, ça faut le dire, c'est vrai que comme petit truc, on a moi j'ai plein de Blu-ray aussi chez moi, mais il y a des films que je me retiens de re-regarder parce que je sais qu'on va en faire des émissions. Et du coup, voilà, genre il y a pas très longtemps, j'ai regardé Forrest Gump. Et en fait, je pense qu'on va faire une émission sur Forrest Gump, donc il va falloir que je me le remate. Mais du coup, tu sais, c'est trop court. Et je me dis, mince, alors c'est bien pour analyser le film plus en profondeur, mais j'aime bien aussi être encore sous le coup de l'émotion, tu vois, du visionnage du film. Et Forrest Gump, je te jure, on en reparlera bien sûr, mais je suis sorti du film, je l'avais vu quand j'étais plus jeune, quand j'étais gamin, et là, de le revoir, ça m'a transporté, quoi. Donc des fois, c'est vrai qu'on hésite dans nos émissions. C'est pour ça que des fois, on fait de l'actualité, des fois, on fait des films comme ça qui sont beaucoup plus vieux, mais qu'on adore. Parce qu'en fait, on hésite toujours en fait, entre faire une émission où on a vu le film plusieurs fois pour vraiment le décrypter, pour faire des petites théories, des analyses sur les messages, sur tel ou tel truc, ou des fois en fait faire des émissions presque à chaud parce qu'on adore aussi avoir de l'émotion, tu vois, quand tu sors d'un film, t'es touché, je sais pas quoi. Donc des fois c'est vrai qu'on hésite un peu, on sait pas trop sur quel pied jongler. Voilà. Tout à fait. Et là du coup, ce sera plus dans l'analyse pour le coup pour ce soir. Ah bah pour le coup oui, voilà, c'est un film. Ouais, après il y a beaucoup de choses à dire. Donc parce que moi ça remonte. Hein. Ouais. Moi, les studios Ghibli, je me rappelle plus en quelle année exactement, tu vois, mais ça devait être peut-être 2013 par là. Je m'étais fait une session de tous les Ghibli. Et j'ai vraiment eu une passion, parce que je crois que je les ai tous découverts d'un coup. J'ai pas eu une jeunesse où je regardais des Miyazaki, enfin des studios Ghibli, moi non plus. Je regardais pas leurs dessins animés. Moi non plus, ouais. Et c'est vraiment, je les ai découverts sur le tard. Et je m'étais quasiment tous fait. J'imagine que je les ai quasiment tous fait maintenant aujourd'hui. Et il y en a qui m'ont vraiment transporté. Le voyage de Chihiro, c'est un peu le plus connu, j'ai envie de dire, qui regroupe pas mal de trucs. Mais il y a aussi Totoro, ou alors, moi, c'est le Tombeau des Lucioles, vraiment, des studios Ghibli. Pourtant, c'est pas Miyazaki, c'est son bras droit. Et c'est Isao Takahata. Ok. Voilà. Qui l'a réalisé, le Tombeau des Lucioles, mais ça fait partie des studios Ghibli comme truc. Et je crois qu'on en avait parlé de toute façon dans un top des animés. Ouais, sûrement. Pas pour les enfants. Ouais, voilà, ça c'est exactement ce que j'allais dire. Parce que c'est justement peut-être qu'on en a pas regardé quand on était petit, parce que c'est pas destiné aux enfants de base. D'ailleurs, si tu tombes. Ouais, par contre, alors que pourtant, en fait, l'esthétisme, etc. Oui. Il peut être trompeur. T'as l'impression que c'est pour les gamins. Hein. Ouais. Ah ouais. Il y en a qui sont quand même plus adaptés famille. Mais il y en a d'autres comme le Tombeau des Lucioles, mais faut pas le montrer à ses enfants. Bah même Princesse Mononoke, c'est limite. Hein. Le début, il est un peu. Ouais, il est même violent. un peu gore. Ouais, c'est un peu violent, un peu gore. Donc, et même il y a des sujets, même je pense qu'un gamin peut se faire chier devant Mononoke. Ouais, peut-être qu'il est trop petit pour. Ouais, parce que c'est pas drôle, il y a pas du. Tout à fait, ouais. Bah il y a Hayao Miyazaki, justement dans les bonus du Blu-ray. Ça, d'ailleurs, de toute façon, toi comme moi, c'est ce qu'on kiffe aussi dans les Blu-ray, c'est pour aller pour aider à l'analyse. C'est qu'il y a les bonus, et dans les bonus, souvent, il y a le réalisateur qui va vraiment. C'est lui. Parle, moi aussi, avec ça mieux. C'est lui qui sait le mieux de ce qu'il a voulu faire de son œuvre. Et là, il en parlait justement pour ça. Juste un truc, c'est que souvent, en plus, c'est vrai que souvent, on va tu vois, genre sur YouTube pour avoir le décryptage de quelqu'un, etc., qui va donner son avis sur une œuvre en essayant de la décrypter. Mais en fait, à chaque fois, ce qu'on dit, en fait, des fois, il faut aller aussi écouter en fait, directement les acteurs et le réalisateur. Qu'est-ce qu'eux ont voulu faire passer. Je trouve ça des fois tellement intéressant et ça t'éclaire sur des œuvres, des fois, avec des choses qu'on ne peut même pas passer. Enfin, c'est l'analyse, l'analyse qu'on peut nous d'ailleurs dire ou qu'on peut trouver de façon sur YouTube ou autre, c'est totalement subjectif. Parfois, ça peut être une interprétation de celui qui analyse et c'est pas forcément ce que le réalisateur a voulu montrer, quoi. Ah oui, mais tout à fait. Donc c'est vrai que ou des fois c'est intéressant de voir plusieurs analyses pour savoir. Ça fait un petit mélange de plein de choses, quoi. Mais là, moi clairement le mieux c'est quand tu peux aller voir dans les bonus ou sur YouTube évidemment. Hein, mais quand tu as l'avis des acteurs et là plus particulièrement du réalisateur. Après il a pas trop parlé sur cette œuvre, du moins dans les bonus que moi j'ai, mais il a parlé du fait que effectivement c'était violent et que c'était pas adapté ou tout petit,
mais il n'était pas contre non plus le montrer à une certaine tranche d'âge, dans le sens où il considère que les enfants, pour lui, ils savent que le monde est cruel. Et en fait, au contraire, la nature, c'est pas que féerique. La nature, elle a une partie un peu cruelle, elle a une partie un peu violente. Et c'est pas plus mal de le montrer un petit peu. Voilà. Le but, c'est pas de montrer des trucs ultra gore aux enfants. Mais d'ailleurs, Princesse Mononoke n'est pas forcément ultra gore. C'est un peu violent parfois. Mais voilà, il se plaçait dans le discours. Oui, il y a du démembrement, il y a de la décapitation quand même. Voilà. C'est pas gore parce qu'il n'y a pas du non, sang. Non, voilà, mais c'est violent. C'est pas gore grossier, mais c'est quand même assez. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, après, c'est pas pour les tout petits. Et je pense que c'est pour ça qu'on regardait pas quand on était petits aussi. Non, moi je pense que mes parents, ils ont aucune culture pour le coup japonaise, etc. Ok, donc, ouais. Les mangas, tout ça, moi, ils étaient totalement extérieurs à ça. Donc forcément, quand t'es parent, tu montres quand même des trucs qui, toi, bah oui, comme les marqué, Disney, etc. Tu vois, Disney, en gros. Ouais. Donc les Disney, forcément, ça sortait à l'époque. Les plus gros Disney sont sortis à l'époque où on était gamin, dans les années 90. Et eux, ils ont été bercés par les anciens Disney, les Blanche-Neige, des trucs comme ça. Donc forcément, ils suivaient cette suite-là et c'est totalement logique. Quoi. Ouais, parce qu'après, pour ceux qui connaissent pas du tout le studio Ghibli, en gros, ça a été fondé par Hayao Miyazaki, donc celui qui a réalisé La Princesse Mononoke, en 1984. Et donc, c'est en 1984 du coup que ça a donné naissance à Princesse Mononoke. Et il a employé une centaine de personnes, une cinquantaine dans le département animation et une dizaine pour les peintures et une vingtaine pour le côté artistique. Et ouais. Tu as dit que ça, Mononoke, c'est en 84 aussi ? Ouais. Bah apparemment. C'est leur premier Mononoke ? Ils disent que ça a donné naissance à Princesse Mononoke. Ouais. Il est sorti en combien ? Non, pardon. C'est une erreur. Non, tout à fait. Erreur monumentale de Weevo. Non, mais t'as bien fait de me reprendre. Sortez la guillotine. Sortez-la. Non, mais bien. Non, mais t'as bien fait de me reprendre. Effectivement. Non, je me disais, c'était Princesse Mononoke. Ouais, c'est sorti en 97, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est le Ah, ils ont rien sorti. Ils ont créé la boîte en 84, ils ont rien sorti jusqu'en 97. Mais par contre, ouais, le studio Ghibli a été fondé en 84. Ouais, mais genre Tombeau des Lucioles et tout, ça doit être encore plus vieux que 97. C'est ça, je pense, ouais. Je pense, ouais. Et il y en a eu avant pour se former, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah, parmi les films d'animation qui sont les plus connus, bah, par exemple, il y a Mon voisin Totoro, c'était en 88. Il y a Porco Rosso, c'est en 92. Et celui-là, je l'ai pas vu. Ouais, Porco Rosso, ça me dit rien non plus. Ouais. Mes voisins, les Yamada et Le voyage de Chihiro, qui pour le coup est beaucoup plus récent parce qu'il est sorti en 2002. Chihiro. Voilà. Et c'est vrai que souvent, c'est des... Chihiro, moi, je dirais que c'est Chihiro qui a vraiment, pour moi, qui a popularisé le studio en France, j'imagine, puisque moi, j'ai découvert ce studio grâce à Chihiro. J'ai l'impression que Chihiro, ça a vraiment été la bascule, où c'est devenu très populaire, en fait, les studios Ghibli. Ok, je me trompe peut-être, peut-être que c'est juste que je suivais pas l'actu avant, mais moi, j'ai découvert le studio Ghibli, de toute façon, par là, quoi. Ouais, non, mais ils le disent, que ça a été un des plus gros succès, le voyage de Chihiro. Mais Princesse Mononoke aussi, mais dans une autre mesure. C'était plus là que les gens ont découvert en fait le côté très écologiste qu'avait Hayao Miyazaki, aussi un peu féministe dans ses films. Et on le voit d'ailleurs dans Princesse Mononoke, on en parlera tout à l'heure. Et il a toujours cette patte-là un peu de fable écologique, de légende japonaise et de côté un peu féministe dans ses animations. Donc ça, on en avait déjà parlé. Justement qu'on avait fait ce top animé pour les pas pour les enfants mais c'est ce qui rend ces réalisations intéressantes. Et là pour le coup Princesse Mononoke, comme toi je l'avais là en Blu-ray mais ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et c'est vrai que je la trouve géniale, hein. Franchement je trouve que c'est un super film. C'est un... même la musique elle est géniale. Donc, la musique c'est Joe Hisaichi et je trouve que les musiques sont épiques. Parfois il y a des temps morts dans la musique, il y a des arrêts. Je sais pas si t'as fait gaffe où il y a un silence un peu. Donc je trouve que c'est quand on voit le dieu cerf. Bon, j'en parle vaguement. Hein. On n'est pas en partie spoil pour l'instant. Mais je trouve que la musique elle est vraiment très forte. Enfin bon. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Ouais. D'ailleurs, je pense que qu'est-ce que t'en penses concrètement, sans spoiler. On va vite passer en spoil. Hein. Ouais. Donc sans spoiler. Moi, le revoir, j'ai adoré. Déjà parce qu'en fait, j'ai mes phases où je regarde des mangas, parce que j'aime beaucoup les mangas.
genre du Death Note, du Attaque des Titans qu'il va falloir qu'on se fasse bientôt. Il faudrait qu'on se mette en même temps pour Attaque des Titans. Parce que j'ai envie de tout me refaire. Toi, je crois que tu veux tout te refaire aussi avant d'attaquer la dernière saison. Et je pense qu'on va faire une grosse émission. Il faudrait vraiment qu'on se cale pour qu'on regarde vraiment en même temps. Et qu'on fasse l'émission en sortant. Bref, on en reparlera. Je suis en train de débriefer. Donc voilà, j'ai vraiment mes phases manga. Vraiment. Et là, ça faisait plusieurs mois que j'en avais pas regardé en fait. J'avais pas envie, j'avais pas cette envie-là, tu vois. Ok. Et là, de regarder Princesse Mononoke, ça m'a remis dedans. C'est un petit plaisir, tu vois, de me retomber dans ce style de graphisme, aussi un peu dans cette ambiance. Du coup, j'ai regardé un autre manga en parallèle, du coup, que ça faisait des mois que je devais le regarder. C'est Hippo. Ça, on en reparlera peut-être un jour. Vous verrez. Hippo, oui. Génial ça. Génial cet animé. Et du coup, donc voilà, ça m'a fait rien que du bien en fait de retomber dans ces graphismes, dans cette ambiance, dans tout ça. Et ensuite, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas vu. Du coup, je me rappelais, on va dire, des moments principaux du film, mais je me rappelais pas que c'était autant d'actualité. Même de voir à quel point ça a pu influencer d'autres œuvres derrière. Il y a du Avatar, mais il y a aussi du Zelda Breath of the Wild. Il y a... j'ai plus d'idées en tête. Mais ça a inspiré plein de trucs. Ouais, mais... Et quand, en fait, pendant que je regardais le film, j'aurais dû noter, tu vois. Pendant que je regardais le film, à chaque fois, j'arrêtais pas de me dire « Oh putain, mais ça, c'est telle œuvre. Ah, mais ça c'est telle œuvre. » Le dernier samouraï. C'est sorti après, donc... Moi, oui, pareil, c'est un peu un scénario à la Avatar dernier samouraï. Encore que c'est quand même différent, je trouve. Mais, ça m'y a fait penser. Ouais, Zelda, clairement. Zelda, j'ai vu des Korogu. Vu, le cerf, il est aussi dans Zelda. Parce que d'ailleurs, ça doit être, à mon avis, ça c'est même pas Mononoke qui l'a créé, ce cerf. Parce que je l'ai vu plein de fois, ce dieu, avec un visage presque humain. Et je crois que il est dans Zelda, hein, dans Breath of the Wild, il est. C'est un spectre bleuté. Alors ceux qui ont fait le jeu sauront, c'est un peu le roi des petits lapins qui est bleu qu'on voit dans Zelda Breath of the Wild. Et pareil, qui a une tête un peu comme ça, plate et humaine, qui te regarde chelou, à moitié en train de sourire. Mais je crois que je l'ai vu dans d'autres œuvres encore, ça. Donc j'imagine que ça fait sûrement référence à une divinité japonaise beaucoup plus... C'est ça. En fait, ça fait référence à la religion shintoïste. Et du coup, et là, dans Princesse Mononoke, il allait très loin dans ces légendes-là. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est dingue. Et c'est pour ça qu'on y reviendra dessus. Mais oui, clairement, c'est pour ça qu'on le voit dans d'autres œuvres. Parce qu'il y a aussi des yokai un petit peu dans Princesse Mononoke. Donc encore une fois, c'est lié au folklore japonais. Vous l'imaginez bien. Mais ouais, c'est ça qui est pas mal. Parce que Princesse Mononoke, là, comme tu le cites, on voit beaucoup de folklore japonais, un peu comme nous en France, avec les lutins, avec les elfes, voilà. C'est un peu le même délire, je trouve. C'est le même style de légende. Mais c'est que là... Et nous, d'ailleurs, même nous, je trouve en fait très dommage qu'on ne développe pas un peu nos mythes, etc. Ouais, ça se perd un peu, je trouve. C'est ça, hein. C'est dommage, je trouve, parce que il y a un peu Alexandre Astier, on en avait parlé à l'époque qu'on a fait l'émission sur Kaamelott, mais c'est peut-être un des seuls qui travaille du coup l'histoire arthurienne, etc. Et donc un peu les mythes, les druides. Et quand tu vas en Bretagne, t'as beaucoup de livres là-dessus. En fait, t'en as pas dans... Ah j'imagine. Mais dès que tu t'approches de la Bretagne, là, t'as pas mal de bouquins. J'avais été étonné une fois, il y a longtemps. Mais grand public, c'est dommage que la France bascule pas un peu dans le fantastique en utilisant ses propres légendes. Ouais, je trouve qu'il y a tellement il y a rien trop à faire. Et puis je trouve ça... C'est passionnant en fait. Moi j'adore le Japon pour ça, parce qu'ils sont totalement décomplexés sur leurs mythes et légendes, et ils s'en servent dans leur fiction. Et je trouve que c'est dommage qu'en France on s'en serve pas. Je me faisais la même réflexion, toi. Souvent dans les animés japonais ou les jeux japonais, il y a toujours des scènes où ils sont en train de bouffer. Des espèces de plats, des spécialités japonaises et tout. Moi ça me donne faim en regardant l'œuvre. Et je me dis pourquoi en France, avec le patrimoine culturel gustatif qu'on a, pourquoi dans les films ils font pas ça en fait, parce que vraiment moi je m'intéresse au Japon et tu découvres via leurs œuvres en fait, t'as envie de tester leur bouffe, t'as envie de tester plein de choses en fait, visiter leurs monuments, et je trouve en fait c'est par la culture. Pourquoi en France on devrait développer ça va peut-être venir un peu. C'est vrai que ça se voit moins. T'as pas... J'ai pas d'image, alors j'essaie de penser à un truc français, genre ils sont en train de, je sais pas, manger une bonne une bonne raclette. Non, c'est ça. Non, mais je sais pas, un plat. Non, mais c'est vrai. Ouais, tu le vois moins. Non, parce que généralement, comme nous, c'est souvent des comédies.
Genre, l'image de bouffe dans un film français, je pense direct, tu vois, au Bronzé qui bouffe un fromage Ouais, dégueulasse, c'est rempli ça. de verre ou je sais pas quoi. C'est ça. Voilà, c'est plus pour faire rire, mais justement, on se moque un peu, on dit, c'est ignoble, comment ils peuvent manger ça? Et c'est un peu le cliché que beaucoup ont de la France, c'est genre les cuisses de grenouille, les trucs comme ça, alors que je mange jamais de cuisses de grenouille, tu vois. Bah oui, Et, mais c'est un peu ça, c'est genre les Français, ils mangent des trucs un peu bizarres, mais apparemment ils aiment, et c'est un peu, voilà. Alors il me semble qu'on C'est- on n'est pas loin d'être considéré comme la meilleure cuisine du monde. Je crois qu'il y a pas un truc comme ça. Il y avait eu un classement. Dans le classement, je crois qu'il y avait eu Ouais, l'Italie, le Japon. Ouais. T'avais eu un classement sur les... Patrimoine de. Ouais, mais bah oui, niveau bouffe, de toute façon. De toute façon, il y a tellement... Pas dégueu. Ouais, surtout qu'on est tellement diversifié en plus. Ouais, il devrait. Oui, c'est ça. Il devrait. Mais il devrait, moi je trouve. Et puis c'est un truc tout bête, mais tu sais, quand tu regardes une œuvre, il faut réussir à titiller les émotions des gens. Et il y a plein de petites techniques toutes bêtes. C'est que des fois, tu sais, moi, un truc que alors je ne sais plus devant quel film je me suis fait cette comparaison, mais je trouve que dans les blockbusters d'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de scènes de sexe. Donc c'est un truc tout bête. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, tu sais, je me cachais les yeux quand je regardais avec mes parents un truc où il y avait une scène de sexe, etc. Mais ça a un intérêt au-delà de montrer du sexe ou je sais pas quoi. Je trouve que ça donne une puissance à une histoire d'amour. Je trouve qu'aujourd'hui, les histoires d'amour qu'on voit dans les blockbusters, hein, je parle bien dans les blockbusters, bah, généralement, c'est juste un petit bisou, truc comme ça, je vais te sauver, blabla. Mais du coup, il n'y a plus de vraies scènes c'est vrai. tu vois, qui peuvent accrocher le spectateur. Et tu montres vraiment le désir qu'il peut y avoir entre deux personnages. C'est au-delà de l'amour, tu sais, il y a un tout, quoi. Et tu vois, c'est un peu pareil pour la bouffe, tu vois. Tu crées des scènes où les gens mangent, et bah, ça te donne faim en regardant le truc, mais ça crée quelque chose en toi, en fait, pendant que tu regardes une œuvre. Et je trouve que c'est pas anodin, ça... À mon avis, si j'aime regarder des mangas, c'est peut-être en partie à cause des bonnes scènes de bouffe, tu vois. Ça rentre dans le truc, tu vois. J'en sais rien, mais tu vois, je me pose la question. C'est possible, hein. Bref. Ça se trouve... moi, j'avoue que ça me fait plaisir aussi. Je pense que, de toute façon, on a de la dopamine autant qu'on est excité sexuellement que quand on mange de la bonne bouffe. Donc, ce que tu dis là, je pense qu'il y a un lien. Alors, imagine une les relation sexuelle avec de la bouffe. Ah bah là, c'est une raclette. C'est un flot de dopamine. C'est un flot de dopamine. Mais je pense que c'est dangereux, là. J'ai jamais testé ça. J'ai jamais testé une bonne raclette. Ah, je sais pas si c'est... Je sais pas si ça s'harmonise vraiment, tu vois. Je sais pas. Les maquis, tu vois, oui, tu vois, les maquis, oui. Les maquis, mais non, la raclette, oui. La raclette, tu te brûles le corps. Japonais, voilà. T'enverses sur ton corps. Le fromage. Quelle horreur, quoi. Ah, c'est un truc BDSM, c'est plus du tout... Ah, ce truc. Bon, on est parti loin. On parle loin. On parle de Excusez-nous. On vous avait dit que c'était peut-être pas pour les enfants cette animé. Il y a du BDSM dedans. C'est ça, oui, voilà. Donc, voilà. Ah voilà, vous êtes prévenus. Non mais ouais, du coup, ouais, on parlait de ça, des légendes japonaises qu'il y avait dans l'animé. Et est-ce qu'il y avait autre chose du coup qui t'a surpris dans l'animé particulièrement Non, enfin surpris. Après, on en parlera en partie spoil. Mais il y a autre chose que je voulais dire en partie non spoil. Ouais. C'est que j'ai trouvé les graphismes magnifiques. C'est vraiment des tableaux, c'est des peintures. Moi, j'avais le film sur ma télé et c'était vraiment très très propre. C'était vraiment net. Et justement, j'étais un peu étonné. Je pense qu'il y a eu des remasterisations, je pense, du film. Parce que déjà, il était en 16/9 en plus. Et il était vraiment net. Alors que tu sais, c'est un film de 97. Des fois, tu sais, tu sens que ça a vieilli. Là, vraiment, visuellement, j'ai pas trouvé que ça a vieilli. Là où ça a un peu vieilli, c'est dans les animations, je trouve. Ou même des fois des scènes d'action où tu sens que ça manque d'ampleur parce que c'est un vieux film hein, quand même maintenant. Et du coup, je suis toujours partagé. C'est pareil pour le genre de jeux vidéo, tu sais, quand ils sortent des remakes, etc. J'adore les œuvres originales. Ça a un charme, ça a quelque chose. Mais là, Princesse Mononoke, tu sens que c'est un vrai blockbuster, tu sais, qu'ils ont voulu faire vraiment un grand film d'action en même temps avec des messages, tout ça. Et je trouve que Princesse Mononoke, je serais pas contre une petite remise au goût du jour, tu vois, pour que ça gagne en ampleur tout simplement dans la mise en scène. Parce que c'est le petit truc, je dirais que ça le rend un peu cheap cette animation, mais ça peut donner son charme. Je pense qu'il y en a plein qui vont me gueuler à la tête parce que je dis ça, c'est sacrilège, tu vois. Mais je parle, tu vois, il y a des œuvres peut-être que ça va rebuter des gens parce que l'animation est un peu datée. Ça, c'est des fois, possible. remettre au goût du jour, tu vois, en essayant de garder l'esprit, bien sûr, et en donnant plus d'ampleur. C'est tellement dommage que des gens passent à côté de ce genre d'œuvre, de ce genre de message, de ce genre de choses.
juste parce que voilà. Alors voilà, j'étais satisfait au niveau des visuels, mais l'animation, tu sens que c'est un peu vieilli. Oui, Voilà. parce Ce que petit truc. ça passe clairement. Ça passe, mais tu vois, Oui, ce que tu dis là, ça s'applique clairement, je trouve, à Hippo. Hippo, là, on en parlait tout à l'heure, donc un manga de boxe. Si vous regardez la saison 1, c'est très vieillot. Et ça, là, clairement, ça peut rebuter. Même moi, ça pouvait me rebuter. Et j'ai juste été attiré parce que c'était de la boxe, mais ça pouvait me rebuter. Alors qu'à la saison 3, tout a été bah, refait, c'est beaucoup plus moderne au niveau de la patte artistique, au niveau du dessin. Et du coup, ça passe beaucoup mieux. Et c'est vrai que pour le coup, Princesse Mononoke, ça serait dommage que des gens soient rebutés à cause de ça. Donc pourquoi pas, hein. C'est vrai que je pense pas que ce soit un sacrilège de le revisiter. Mais après, ça reste quand même très joli, hein. Moi, pour le coup, Oui, très clairement. c'est en étant un peu pointilleux, mais sinon, tu t'as pas. Ça fait partie un peu de ces genres d'œuvres. On parlait, tu faisais la comparaison aux jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo qui vieillissent très vite. Et d'autres, pas du tout. Genre Breath of the Wild, c'est un jeu qui ne va pas vieillir si vite. Vu que c'est un style graphique qui fait que ça ne vieillit pas. Alors, plus on se rapproche du photoréalisme, plus là, ça vieillit plus vite. Ouais, tu le vois, par exemple, un Mario 64 qui est sorti en 97, truc comme ça. Aujourd'hui encore, il reste beau, hein, il est jouable, etc. Par contre, un jeu qui est sorti même 5 ans plus tard sur PlayStation 1 ou PlayStation 2, où ils essayaient de tirer déjà sur le réalisme alors que ils se battaient avec 3-4 polygones. Eux, ils ont vieilli FPS. De fou et c'est injouable, c'est limite injouable quoi, aujourd'hui. Quoi. Ah oui, clairement. Là, tu vois le. Donc là, Princess Mononoke, ça passe encore. Mais même un truc tout bête, moi mon père s'est mis récemment en fait à découvrir le monde du jeu vidéo. Et en premier jeu, il a joué à Uncharted 4 qui est sorti sur PS4 et qui est magnifique. Et juste après, je lui ai dit, ce serait cool si t'aimes bien ce studio, donc Naughty Dog, essaye The Last of Us parce que moi c'est mon jeu préféré, toi, The Last of Us. Essaye-le quoi pour voir. Et lui-même, toi qui viens d'arriver, il s'est habitué déjà à Uncharted 4 et il est repassé à The Last of Us qui était sorti 5 ans avant. Et qui était sorti sur PS3 à l'époque, même s'il joue sur la version remasterisée sur PS4, direct, ça l'a un peu choqué aux yeux, tu vois. Nous qui avons vécu à l'époque où The Last of Us sorti, pour nous c'est culte, tu vois. Mais déjà, il a arrêté, il a même pas pu continuer le jeu parce qu'il disait, je sais pas, les personnages sont raides, les graphismes, c'est pas super joli et tout. Ah, c'est fou. Ouais, c'est ça. Alors que nous, qui l'avons connu à sa sortie, que c'était une claque, The Last of Us, quand il est sorti, c'était une baffe graphique technologique, et sur PS3. Quelqu'un qui arrive maintenant, mais c'est normal. C'est comme nous, tu sais, on a du mal à regarder les vieux films en noir et blanc, ou même les vieux films des années 80. Moi, j'ai plus de mal. Faut que je me... C'est ça. Tu t'habitues à des trucs, et après que tu trouves ça normal qu'elles soient là, en fait, ces trucs-là. Et... Bref, c'est pour ça que des fois que certaines œuvres aient un petit coup de polish pour que la génération suivante puisse l'apprécier elle aussi. Je trouve voilà. D'ailleurs, je suis jamais trop compte quoi. Si c'est bien fait. Voilà. C'est ça. Là bientôt, là c'est la nuit du cinéma et je t'en avais parlé. Du coup, je vais aller faire cette petite nuit blanche de série de films. Et il y a Rocky 4. C'est une nouvelle version. Alors je suis curieux de voir ce qu'ils appellent nouvelle version. Ils l'ont. Je sais pas ce qu'ils ont fait en fait réellement pour le réarranger. Mais tu me diras, quand je dis ça, ça me fait penser à Star Wars. Quand tu vois les vieux Star Wars qu'ils ont fait, avant c'était que des maquettes et ils ont remplacé ça par des images de synthèse. C'est assez hallucinant quoi. C'est assez hallucinant. Oui, Star Wars, même Yoda, etc. Tu vois Yoda dans l'épisode 1 de Star Wars, donc l'attaque des clones, le tout premier, c'était une marionnette. Sauf que moi, je l'ai jamais connu en marionnette. Moi, il était toujours en image de synthèse. Oui, voilà. Ce qu'ils l'ont fait, voilà. Parce que George Lucas, c'est quelqu'un en plus qui, au-delà de, il aime pas trop en fait réaliser des films et diriger des acteurs. Lui, par contre, il adore la post-prod. C'est pour ça qu'il y a autant d'effets spéciaux, Prélo, etc. C'était très novateur à l'époque, même si certains diront que c'est un peu vieilli aujourd'hui, mais à l'époque c'était ultra novateur. Et en fait, c'est que George Lucas, il est fan de ça. Il adore le travail en pré-prod. Une fois qu'il a les images, il adore les travailler, etc. Et c'est pour ça qu'il a sorti plein de versions de Star Wars. Il y a, je sais pas combien de remakes, on va dire. Enfin, pas de remake, de remasterisation. Mais c'est lui-même qui le veut. C'est même pas les studios qui lui disent vas-y, sors ça. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait une sortie, VHS, après la sortie DVD, après la sortie Blu-ray, à chaque fois il se sentait obligé de modifier des trucs. Et ça interroge même, je trouve, sur la question de qu'est-ce qu'une œuvre. Est-ce que l'œuvre, c'est ce qui sort à un moment T
avec les moyens du bord à ce moment-là, Ouais. ou est-ce que c'est genre 40 ans plus tard, quand le réalisateur a eu le temps, en gros, de peaufiner avec les technologies actuelles, etc., l'œuvre comme il l'avait vraiment dans sa tête, tu vois. C'est quoi l'œuvre la plus fidèle à ce que George Lucas avait en tête, finalement? C'est ça qui est intéressant, je trouve. Et ça peut interroger les puristes qui te diront non, c'est la première version de Star Wars, c'est vraiment la vraie, quoi. Mais non, parce que c'est George Lucas lui-même qui modifie les trucs. Donc Ouais, on peut considérer que l'œuvre n'est jamais intéressant. vraiment aboutie, quoi. Elle est en Il y a constante ça évolution. aussi, Ouais. c'est ça, il y a ça. C'est ça. Ah, c'est ça, c'est de la philosophie ce soir. Hein. C'est la philosophie. Non, mais c'est intéressant, je trouve, de se poser ces. Enfin, voilà. Ah oui, mais clairement, oui, clairement. Mais du coup, pour revenir à Princesse Mononoke, il faut savoir. C'est une émission sur Princesse Mononoke, alors, c'est ça. Ah non, Princesse Mononoke, c'est juste pour entamer la discussion. Bah, après, on n'en a rien à foutre de ce film. Dans Princesse Mononoke, il a mis justement 3 ans à faire cette animation. Et là, pour le coup, c'était que à main levée. Hein. C'était que à main levée, c'était pas. Ah bah à l'époque, de toute façon, Ouais, c'est ça. aussi, hein. Et c'est vrai qu'il y a ce côté. L'informatique a amené tellement de possibilités pour les trucs d'animation comme ça, c'est fou. Bah, c'est ce que j'aime maintenant aussi. C'est peut-être pour ça que j'aime bien aussi le studio Ghibli. C'est leur patte artistique. Elle est un peu manga. Faut, je pense, aimer un peu le style manga. Mais elle est aussi. Elle se rapproche vraiment du dessin 2D, comme à l'époque, comme les vieux Disney. Ouais. Maintenant, les Disney, c'est de l'animation. C'est du 3D. Voilà. Oui, c'est vrai. On a Après, plus. j'adore Pixar, tu vois. Ouais, J'adore moi aussi. Pixar, mais j'aime aussi la 2D, moi. J'aime Ouais, les deux, en ouais, fait, c'est ça. C'est ça. Moi, j'aime. Il y a un charme. Hein. C'est pour ça aussi que j'aime bien les mangas. Quand tu reviens dans le C'est manga, peut-être ça, c'est vrai. tu gardes C'est vrai. cet aspect-là, cet aspect un peu 2D. Mhm. C'est ça que passer sur Mononoke C'est là-dessus. Puis c'est joli quand tu regardes. D'ailleurs, C'est des peintures. C'est ouais, c'est tout à des fait. tableaux. il faut savoir il s'est inspiré de réels décors. Il s'est inspiré de la forêt de Yakushima, et qui est une réserve de biosphère. Donc, je sais pas si tu sais ce que c'est. Et Non. moi non plus, je ne connaissais pas. Mais Ah. je connaissais pas. Mais j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est en lien avec le film. Ok. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il s'est inspiré de ça. Et après, il s'est aussi inspiré des montagnes de Shinakari Sanchi. Et ce sont les derniers vestiges des forêts au Japon. C'est vraiment des forêts où il n'y a aucune route, il n'y a rien. Et elles sont restées telles quelles depuis X temps. Voilà, donc je pense que c'est pareil. Il a voulu s'inspirer de ça par rapport au film. C'était pas anodin en fait de peindre ces lieux, je pense, en arrière-plan. C'est qu'il y avait un symbole, je pense. Il en parle pas forcément. Puis dans le manga, c'est souvent le cas. Hein. C'est souvent, en plus, il y Ouais. a des décors à Tokyo, trucs comme ça et tout. Et souvent, ils aiment bien prendre des vrais décors parce que c'est Ouais, clairement, ouais. Mais là, tu le vois des fois la différence entre l'arrière-plan qui est un peu plus style peinture et le dessin de l'animé qui bouge. Bon, après, voilà quoi. Moi, pareil comme toi, moi visuellement, du coup, j'ai adoré. La musique, comme je disais tout à l'heure, je trouve elle est géniale. Il y a des scènes, du coup, un peu épiques où j'ai eu des frissons. Donc, le film, même au niveau de l'émotion, au-delà de ce qu'il essaie de véhiculer, il arrive à me toucher, tu vois, un petit peu. Ça me. J'étais pas à chaud de larmes non plus, mais ça me transporte quand même pas mal. Ça transporte quand même pas mal. Et faut savoir qu'il y a une pièce de théâtre qui a été réalisée à partir de Princesse Mononoke, donc je serais curieux de la voir, de voir ce que ça donne, quoi. Et je trouve, et on en avait déjà parlé, alors je sais pas si on en avait parlé en podcast ou non, mais ils vont se faire un parc Ghibli. Et il y a la date, c'est novembre 2022. Et il y aura carrément le village d'Ashitaka, donc le personnage principal qui a dans Princesse Mononoke, il y aura son village. Voilà, c'est un des personnages qu'on voit dès le départ. Et donc on pourra, un peu comme si on allait visiter un peu la comté quand on va en Nouvelle-Zélande, pour faire référence au Seigneur des Anneaux. Et ben là, tu pourras visiter le village d'Ashitaka. Bon. Je trouve ça génial. Mais du coup, ils vont faire ça en style réaliste ou alors ils vont taper le style manga à fond, même dans les décors quoi. Bah, je pense que c'est que du style réaliste. Des croquis que j'ai vus. Ah oui, ils vont créer. Ok. Ah ouais, ils vont. Tu pourras. Ouais, c'est en style réaliste, quoi.
Et tu pourras... D'accord, ok. T'as quelques croquis qui traînent là en tapant Parc Ghibli novembre 2022. Je pense que si on met la date, c'est beaucoup plus précis. Et t'as quelques Allez, idées. les gens, faites ça en même Regardez, temps que moi. regardez. Mais ça a l'air d'être super Parc intéressant. Studio Ghibli. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça va donner? Et il y aura... Oh, il y a carrément une petite map et tout. Oh là Peut-être t'as là. vu ça. Et il y aura des courts-métrages que tu pourras que voir au parc. Tu pourras pas les voir ailleurs. Ok. Et après, je sais pas, il y a quand même pas mal de croquis qui sont quand même du dessin manga, donc... Parce que moi, je pourrais kiffer, parce que tu sais, dans le parc de Warner, Ouais. t'as une rue Simpson. Et ils ont gardé, en fait, le style Simpson en dessin, quoi, en fait. Et du coup, tu D'accord. rentres vraiment dans un dessin animé, en fait. Et je trouve ça super intéressant Ah, ça aussi. peut être cool aussi, Tu ouais. rentres dans un dessin animé, quoi. Ouais. Ok, ouais. Parce que ça, à Disney, ils l'ont pas trop, hein. Genre à Disneyland, je sais pas si t'as un souvenir d'un truc Non. très dessin animé. Justement, ils font truc. Ouais, Non, ils font tout, ils transforment tout ouais. en réaliste. Hein. Je trouve que c'est une bonne idée. Parce qu'il y a le parc Nintendo qui a ouvert il y a pas Ouais. longtemps. Et C'est qui, vrai. eux, sont vraiment en mode dessin animé. Mario et tout le bordel. T'es vraiment dans l'univers de Mario, quoi. Donc, ça doit être vraiment kiffant, je trouve, de se retrouver dans un univers de dessin animé Et- vraiment, physiquement. Il va falloir qu'on aille au Japon et qu'on vous vlogue tout ça. Hein. Ah, ça. Ah, ça. On vous prépare des petites surprises à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça peut être. Ouais, bah oui, depuis qu'on est Ça peut être un influenceur, on va vous vloguer tout ça. Ah, ben voilà. vous inquiétez c'est pas. ça. Oui, parce que. N'hésitez pas, parce qu'en plus, en fait, c'est tout bête, mais là, il y a 15 jours, je vous ai parlé de la chaîne YouTube parce que on a sorti une petite vidéo, voilà. Et en fait, bah, on a vu qu'il y avait un petit nombre d'abonnés, parce que vous êtes plus nombreux à nous écouter en podcasts normaux que par YouTube. Et là, en fait, ce mois-ci, on a fait un bon mois sur YouTube en termes de nouveaux abonnés. Donc je me dis, n'hésitez pas. En fait, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent par les applis de podcast. On a une petite chaîne YouTube. Hein. On fait des petits trucs en plus globalement, c'est nos émissions. Hein. Mais prochainement, c'est possible Ouais, qu'on y est. qu'arrivent de nouveaux projets. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne YouTube. Vous tapez Au coin du feu podcast et vous tombez dessus très rapidement. Et abonnez-vous. Et faites-nous un petit coucou dans les commentaires. Ça se trouve, vous découvrez la chaîne YouTube. Et vous verrez, là, d'ici quelques mois, il y aura des trucs. Vous verrez. Je dirais. Mais clairement, mais dites en commentaire, par exemple, je suis venu depuis que vous en avez parlé dans l'émission Princesse Mononoke. Me voilà. Vous vous présentez en ça. quelques mots, hein, votre métier, votre... T'es trop chiante. Le CV, l'aide de motivation et tout ça, quoi. Non, mais c'est intéressant, ouais, d'avoir... parce qu'on a des stats, mais c'est vrai qu'on sait jamais trop d'où ça vient, d'où machin et tout. Et c'est vrai qu'à la base, nous, c'est pas... Nos émissions ne sont pas pour YouTube, quoi. YouTube, c'est un petit bonus, quoi. Mais bon. Oui, c'est ça. Et du coup, donc voilà, donc pour revenir sur Princess Mononoke, je pense qu'on va passer en partie spoil pour vraiment parler. Vous allez voir du coup, Davin a lancé un peu un des sujets. On va parler du coup du shintoïsme. Mhm. En quoi ils sont inspirés du shintoïsme, en quoi ils sont inspirés aussi de l'histoire, parce que c'est pas pour rien. Je trouve que c'est là que Hayao Miyazaki est brillant d'une certaine manière, c'est que l'animé qu'il a réalisé, c'est une fable écologique qu'il a fait en s'inspirant des légendes japonaises, mais pas que ça, c'est aussi une histoire presque historique. C'est-à-dire qu'il s'est réellement inspiré d'une époque au Japon. L'animé, d'ailleurs c'est pour ça que l'animé n'était pas considéré comme fantaisiste, mais comme fantastique. Alors je sais plus où j'avais vu cette nuance-là, pour dire que du coup c'était pas totalement inventé, c'était ancré dans une réalité. Ouais, ça, en fait, ça... Voilà. De toute façon, on voit des samouraïs, etc. Donc oui, en gros, c'est la différence, ouais, c'est que c'est pas un monde totalement inventé. Ça se passe sur Terre, à une certaine époque, mais on rajoute des mythes et légendes dedans. Tout à fait, ouais. Mais il s'est inspiré d'une réelle époque, et on va y revenir dessus. De l'époque Moura. Ouais, mais c'est un peu, comme je parlais d'Alexandre Astier, c'est un peu la même chose, tu vois, avec les histoires de chevaliers, de dragons, tout ça. C'est un peu la même chose. C'est ça, ouais. Lieu à un terme historique qui existait en France, par exemple, sauf qu'on rajoute des dragons, on rajoute tout ça, quoi. Des magiciens, des... Ouais, c'est ça. Mais je trouve, à chaque fois, c'est génial, en fait, de faire ça. J'aime beaucoup ce C'est pour ça, si vous nous écoutez, réalisateurs français, parce qu'on est très écoutés dans le milieu du cinéma français, si vous nous écoutez, mais osez, je suis sûr qu'en plus, les gens en France, ils ont envie de ça. Ils ont envie qu'on parle de leur culture comme ça, donc... Voilà. C'est un petit message qui est lancé, c'est un petit pavé dans la mare. Dans 3 ans, s'il y a Palme de Cannes,
c'est un film comme ça, bah, vous saurez d'où ça vient. Voilà. Magnifique. Après, voilà. Magnifique. Donc, on va rentrer en partie spoil, les amis, en partie spoil. Mais avant de rentrer en partie spoil, je vais juste faire un petit résumé de l'animé, comme ça pour ceux qui l'ont pas vu, vous avez un peu un contexte pour comprendre le reste. Mais comme d'habitude, on vous conseille quand même d'aller voir le film avant d'écouter cette partie-là. Donc c'est à vos risques et périls. Hein. Si vous comprenez rien, c'est de votre faute. À un moment donné, on vous l'a dit qu'il fallait aller regarder le film. Ah ouais, il faut être. Toi, je t'ai Oui, dit. mais il faut être un peu. Tu n'engueules pas les auditeurs. C'est vrai, c'est vrai. Tu n'engueules pas. C'est vrai. Combien de fois va falloir que je te le dise? Alors, quel est le synopsis de Princess Mononoke? Blessé par un sanglier, rendu fou par les démons, le jeune guerrier Ashitaka doit quitter les siens et partir à la recherche du dieu Cerf, celui qu'on évoquait tout à l'heure, qui seul pourra défaire le sortilège. Au cours de son voyage, Ashitaka rencontre Lady Eboshi, une sacrée femme à la tête d'une communauté de forgerons qui doit se défendre contre ceux qui lui reprochent de détruire la forêt pour alimenter ses forges. Parmi ses pires ennemis se trouve San, une jeune fille sauvage élevée par des loups, aussi appelée Princesse Mononoke, la princesse des spectres. Magnifique histoire d'amour et de haine au XVIe siècle, ce film d'animation nous invite à rêver à travers son dédale de légendes et de fables écologiques. Voilà, j'ai lu ce qu'il y avait écrit derrière mon Blu-ray, tout simplement. Ah bon, je croyais que tu étais en train d'improviser. Là, ah bah oui, alors j'ai juste lu Magnifique histoire d'amour. Après, tout le reste, je l'ai sorti comme ça de tête. Voilà. Et c'est un film qui dure quand même 2h13. Il est quand même assez long. Voilà. Donc, oui, c'est vrai, ça m'a étonné quand je l'ai lancé d'ailleurs. Mais par contre, ça passe très vite. Ouais, clairement. Clairement. Donc alors, passons en partie spoil. Et pour parler de la partie spoil, je pense que le plus simple, c'est d'évoquer certains personnages. Donc des moins importants aux plus importants, évidemment. C'est ça le plus simple. Et j'aimerais, premièrement, parler d'un personnage qui est Joe. Joe, c'est le petit, un peu costaud, qui est avec ses sandales extrêmement montantes, là, qui dirige un peu une secte. Ouais. Voilà. Alors, je me souviens plus des noms, moi, désolé. Ouais, mais ouais, je vois à peu près le personnage. Justement, je voulais en parler tout à l'heure quand je disais qu'il n'y avait pas trop d'humour dans le film. Ok. C'est peut-être un peu le seul personnage très caricatural. C'est le méchant, un peu. Ouais. C'est bien le même mec qu'on parle. Ouais. Tout à fait, ouais, tout à fait. Qui s'allie avec. En fait, on dirait un peu un mercenaire. On ne sait pas de quel côté il est. Ouais, c'est ça. Mais tu sens que voilà, tu peux pas lui faire confiance, quoi. Ah oui, non, clairement. Alors qu'au début, il paraît sympathique. Il paraît sympathique parce que justement, il essaie de. Il aide Ashitaka, mais dans le fond, en fait, il pense qu'à lui. Et il dirige du coup une secte. Et c'est pas pour rien, en fait. Si Hayao Miyazaki a voulu mettre un personnage de ce style, c'est parce qu'il voulait, d'une certaine manière, évoquer en fait comment dire, à cette époque-là, à l'époque Muromachi, donc qui s'est situé entre 1336 et 1573, donc dans la vraie vie du coup, il y a eu un essor de sectes, il y a eu plein de sectes qui sont réalisées, dont la secte du Lotus Blanc. C'est un nom qui est un peu connu. Je sais pas si ça te parle. Bon, la secte je la connais pas particulièrement, mais le nom secte du Lotus Blanc, elle sonne un peu dans nos oreilles. Je trouve qu'elle est un peu. Et c'est une secte qui a réellement existé. Et là, du coup, avec ce personnage-là, donc Joe, il a voulu rajouter quelqu'un. On ne sait pas d'où trop il vient, parce que c'est le vrai. Hein. Au final, on ne sait pas trop ce qu'il voulait. À part tuer le dieu Cerf. Mais on ne sait pas trop pourquoi, en fait. Clairement, il aide Eboshi, mais bon, on n'a pas le bout de son idée. Mais on voit qu'il dirait. Je pensais que c'était pour intérêt financier, truc comme ça, peut-être pour le revendre ou je sais pas quoi. Ouais, je pense, ouais. C'est parti là-dedans, mais après je sais même pas. Ouais, c'est possible, hein, clairement, ouais. Mais on voit surtout qu'il dirige une communauté de mecs qui sont tous habillés de la même manière. En fait, c'est très sectaire. Et en fait, à travers Joe, il voulait justement montrer cette effervescence de secte à cette époque. Donc voilà. Moi, pour le coup, je t'avoue, j'avais même pas capté que c'était une secte. Pour moi, c'était. Ouais,
On dirait un peu des C'était un ninjas. gang, tu vois. Ouais, voilà. Ouais, c'est une sorte de. Ouais, tu... J'ai pas capté que c'était le message des sectes en tout cas. Non, mais clairement, moi non plus. Tu comprends. Donc, c'est intéressant. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir la Ouais, mais vision trop. de l'auteur. Quoi. Donc, Trop, tu vois qu'il a voulu le mettre sans... Il savait pas trop comment le mettre, parce qu'il voulait mettre aussi des ninjas. Il voulait aussi mettre... alors, je sais plus. Autre chose encore. Bah, les samouraïs, il les a mis, forcément. ouais. Mais du coup, avec Joe et sa communauté, il a fait un peu un melting pot. Ils sont un mélange de ninjas, t'as vu, ils sont très furtifs. C'est eux qui se déguisent un peu sous les Oui, peaux de sanglier, etc. des pots de- Et voilà, du coup, c'était intéressant. Intéressant de savoir ça. Parce que je savais pas qu'il y avait autant de... Je savais pas qu'il y a eu et des sectes taoïstes, d'ailleurs. Je parle souvent du taoïsme. Bah, je sais que même aujourd'hui, hein, il y a pas mal de sectes encore au Japon. Je sais que tu sais, on suit la chaîne Taoïsme Japon. tout à fait, ouais. Il en a pas mal parlé dans ses vidéos. Hein. Il y a pas mal de sectes parce qu'apparemment, tu as le droit en fait d'avoir une secte au Japon. C'est pas comme en France où on va dire que dès qu'il y a des dérives sectaires, ça va, c'est condamnable, etc. Apparemment, au Japon, bon, à part quand il y a des meurtres et tout, mais en gros, tu peux vraiment monter ta secte comme tu veux, quoi. Ouais, c'est particulier, ouais. Ouais, parce qu'en plus, des fois, c'est des mélanges, justement, de la croyance shintoïste qui est au Japon. Et ils essaient... Vu Comme toutes les sectes, hein. Il y a tellement de sectes qui, ouais, c'est des qui prennent dérivés. un petit bout d'une C'est ça. religion beaucoup plus connue et puis qui fait le truc à sa sauce. Et puis, Oui, c'est ça, ouais. on en a déjà parlé. On vous conseille d'aller écouter notre émission sur les sectes. Oui, Vous voilà, la trouverez voilà. facilement. Tout à fait, tout à fait. C'était pour faire de la pub au podcast, hein, que je voulais parler de Joe. Et on va parler peut-être d'un personnage un peu plus intéressant. C'est la dame Eboshi. Donc la maître des forges, celle qui a son royaume. Donc qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage? Est-ce que... Bah, assez, globalement, en fait, maintenant qu'on est en partie spoil, globalement, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'œuvre, Ouais. et donc en parlant de cette femme plus Ouais, particulièrement, bah, en fait, c'est que j'ai trouvé c'était un film globalement, hein, sur tous les sujets qu'il traite, je le trouve vraiment pas manichéen. Ouais, c'est ça qui C'est-à-dire fait la que- force de Mononoke. Ouais, ouais, trop. Ouais, parce que sur tous les sujets, donc là, avec elle, on pourrait parler du féminisme, etc. Mais je trouve qu'elle a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Elle est pas, c'est pas genre tout bien, c'est une féministe et elle fait tout bien, toi. Au contraire, elle passe même pour la méchante sur la fin, etc. Tout à fait, ouais. Mais c'est pareil même pour ses messages d'écologie, où je trouve que c'est pas juste de l'écologie toute bête, faut pas faire de mal à la planète, sinon blabla. Il y a aussi, on te montre l'intérêt que les humains finalement, c'est pour leur survie qu'ils font ça, c'est pas gratos, tu vois, c'est pas juste pour le plaisir de saccager la Ouais. planète. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est bien beau d'avoir, tu vois, des beaux discours, mais aussi faut confronter les discours à la réalité, la dure réalité, comme Ouais. on pourrait dire, tu vois. Et du coup, ce personnage, justement, alors je sais plus comment c'est, Ibashi, ou je sais pas, c'est ça, ouais. Eboshi, ouais. Dame Eboshi. Eboshi, ouais, c'est Ouais. ça. Eh ben, je trouve qu'elle représente un peu ça, et tous les messages sont un peu comme ça dans le film. Et elle, du coup, c'est pour ça que je l'ai bien apprécié, c'est qu'au début, quand on t'arrive dans ce village, bon, elle fait très strict dès le départ, mais tu vois qu'elle a mis un peu son village, en gros, tu vois, les femmes, t'as l'impression qu'au début, elles travaillent, elles font la bouffe, elles font la popote et tout, puis tu te rends compte que finalement, elles kiffent, en fait, les femmes, elles ont un rôle vraiment privilégié dans ce Ouais, dans cette camp, forge. ou Ouais, c'est cette forge. ouais, cette forge, quoi. Ouais. Et donc, tu sais pas trop où te placer, en fait. C'est ça que j'ai kiffé. C'est que tu... Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est ça qui est... Donc voilà, vas-y, si t'as envie de développer toi aussi là-dessus. Ouais, mais c'est ça qui est, ça qui est très fort avec Eboshi. Et je pense que je pourrais le préciser parce que Eboshi, Miyazaki lui a fait une petite backstory. Enfin, une origin story. D'accord. On sait pas d'où elle vient et tout. Donc, D'accord. est-ce que tu veux que je te le dise maintenant, avant de développer? Ouais, Ouais. vas-y, carrément. Allez. Ouais. Allez, allons-y. Je trouve ça intéressant. Voilà, c'est pour ça que quand on s'intéresse même à l'œuvre, bah là, on tombe sur des trucs. Il avait écrit carrément une origin story à Eboshi. J'ai fait, mais c'est trop cool. C'est trop cool d'avoir fait ça. Et du coup, ce qu'il a expliqué, c'est que quand elle était enfant, elle était vendue comme esclave à des pirates Wako. Et elle a été mariée de force à leur chef. C'est là qu'elle a découvert le potentiel destructeur des arquebuses. L'arme qu'elle utilise, du coup, ça fait un peu un fusil, quoi, concrètement, un petit peu. Oui, c'est ça. Du coup, elle finit par assassiner son époux, donc le chef des pirates, avant de fuir vers la capitale, accompagné de son fidèle Gonza. Je ne sais pas ce qu'il nomme son fidèle Gonza.
C'est une petite interrogation, je ne sais pas. Bref, du coup, son intelligence et sa beauté lui valent de devenir une courtisane de l'empereur, qui l'écarte, mais ça, Miyazaki ne l'expliquait pas pourquoi. Donc l'empereur l'écarte pour une raison encore obscure. Et c'est là qu'elle décide alors de fonder sa communauté dans une région abandonnée, donc là où en fait on la voit dans le film. Et c'est là qu'après avoir vaincu le dieu sanglier Nago, donc le dieu sanglier qu'on voit dès le départ, qui attaque Ashitaki. D'accord, ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Il a son truc de flèche dans le ventre, quoi. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et c'est là que ça permet du coup au village de rebondir avec les forges. Et en fait, comme tu le disais en fait tout à l'heure, c'est là qu'en déboisonnant la forêt, elle permet de gagner de l'argent et d'alimenter cette petite communauté. Et ce qui est intéressant avec Eboshi, c'est que pour appuyer justement ce côté-là que tu dis non manichéen, c'est que toutes les personnes qui sont avec Eboshi, ce sont des personnes qui sont rejetées par le système féodal japonais, du moins à cette époque, à l'époque Muromachi. Et parce que du coup, on voit les femmes, ce sont des prostituées du coup, et elle a des lépreux. C'est que des personnes en fait qui sont un peu jetées de la société. Alors c'est extrêmement malheureux du coup. Et du coup, elle les recueille et elle les nourrit et elle les aide. Et du coup, tu te dis, mais en fait, c'est une femme qui est généreuse. Malgré la dureté qu'elle laisse apparaître, son côté très froid, presque cruel. Dès le départ, on le voit quand elle se fait attaquer par les loups au tout début de l'animé, qu'elle laisse carrément des gens de sa communauté en fait tomber dans le vide. Et cherche pas à les sauver, elle continue. Tu te dis, mais celle-ci, elle est cruelle. Mais en fait, pas tellement. En fait, c'est plus complexe que ça. Et, bien sûr, et il a appuyé vraiment ce truc-là avec ça. Avec le fait qu'elle garde des lépreux, et je trouve que c'est ce qui est intéressant chez elle, clairement. Et de plus, comme tu dis, en fait, ok, elle détruit la forêt. Et du coup, c'est pour ça que. Elle fait pour sa survie, quoi, en fait, pour la survie de son clan, quoi, en gros. Et... C'est ça, tu dis, en fait, elle a pas trop le choix. Parce que si elle ne le fait pas. C'est que des fois, en fait, il n'y a pas de mauvais. Moi, ça, en fait, ça m'a rappelé, quand j'ai regardé le film, ça m'a rappelé un épisode. Alors, je me rappelle plus quelle émission on avait fait, mais on avait parlé de la tribu des Raoni au Brésil. Oui. Qui, du coup, c'était dans Avatar qu'on avait parlé de ça, je crois. Peut-être Avatar, ouais. Oui, ça se peut, ouais. Et du coup, c'est un truc, c'est une tribu qui est en train de se faire chasser de ses terres parce que, alors je crois que tu m'avais dit, c'est le président brésilien qui veut construire un barrage. C'est ça, ouais, un barrage hydraulique. Ça chasserait, voilà. Et du coup, c'est vrai que de premier abord, tu as ton côté moral qui dit, mais c'est horrible en fait de faire mal à une tribu qui vit là depuis des millénaires, d'où tu vas les bouger de leur forêt, c'est complètement immoral. Et après, tu dis, ouais, mais ce barrage, en fait, va permettre à je sais pas combien de millions de personnes d'avoir de l'électricité chez eux, de pouvoir vivre décemment, etc. Et c'est là que toutes ces questions se posent. C'est que des fois, il n'y a pas de. En fait, des fois, il y a des choix à faire et il n'y a pas de bonne solution, en fait. Moralement, des fois, tu t'es obligé de faire des choses qui sont pas belles moralement pour le bien de l'ensemble, du plus grand nombre, finalement, en fait. Et ce film, je trouve, parle de ça aussi, quoi. Tout à fait. Et j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Et parce que clairement, en fait, on en revient toujours un peu à ce dilemme du tramway, en fait. Où du coup, tu dois tuer une personne ou 5 personnes, en gros. Et c'est que si on. Et je trouve en plus c'est super d'actualité. Juste 2 secondes. Ouais, vas-y, dis. C'est super d'actualité parce que je trouve en fait aujourd'hui en politique, tout simplement. Ouais. Je trouve on écoute trop des gens qui font que critiquer, qui n'apportent jamais de solution, mais qui font que critiquer. Sauf que souvent, en fait, la politique, c'est de devoir choisir entre 2 mauvaises solutions. T'as pas de la bonne solution qui conviendra à tout le monde, et puis tout le monde sera content, tout le monde va être heureux. Des fois, il faut choisir en fait entre la moins pire, tout simplement. Et du coup, le problème avec cette mode, en gros, de critiquer tout le temps, en fait, comme tu as 2 choix et que les 2 sont un peu négatifs, forcément, on va pouvoir critiquer n'importe quel choix que tu vas faire, en fait. Et du coup, je trouve que c'est très actuel, en fait, de prendre conscience aussi de ça. C'est que des fois, il n'y a pas de bonne solution. Tu es obligé de faire des choix. C'est ça. Voilà. Ouais. Et des fois, en fait, en faisant, même, tu as l'impression que c'est un mauvais choix qu'on est en train de faire. Mais finalement, en fait, ça va bénéficier au plus grand nombre. Et il y aura des déçus, forcément, mais
Voilà. Ouais, c'est exactement ça. C'est intéressant. C'est pour ça que j'allais parler du dilemme du tramway. Ça fait clairement penser à ça, Oui, c'est ça. de façon beaucoup plus métaphorique et beaucoup plus simpliste, on va dire. Mais tu vas mettre la loupe, on va dire, la lumière sur la personne qu'on va tuer. Il y a une personne qu'on va tuer, donc c'est grave, on va tuer une personne. Du coup, c'est Non, mais c'est ça, alarmant. en gros, Mais sauf qu'on va sauver c'est 5 ça, personnes t'as un pour ça. tramway, pour expliquer à ceux qui connaissent pas le dilemme du tramway, Ouais, c'est que tout simplement, bah, tu es en train de conduire un train, et puis là, il y a deux voies à choisir. Il y en a une, tu vas écraser une personne, et l'autre voie, tu vas écraser 10 personnes. ouais. Forcément, t'as pas le choix, t'es obligé de faire ça, t'as pas le droit de freiner ou je sais pas quoi, t'es obligé d'en choisir une des deux voies. Donc forcément, tu vas choisir la voie où il y a qu'une personne et tu vas la tuer. Mais est-ce que il va falloir te critiquer en disant regardez, il a tué une personne? Non, il a évité la mort à 10, C'est ça, 10 c'est ça. personnes. En Et fait, on va c'est mettre, ça. on va mettre Faut la pas lumière. critiquer le fait. C'est ça. Voilà, c'est ça. Surtout qu'en plus, dans Faut le, pas dire mince. surtout dans le dilemme du tramway, il me semble que les 10 personnes sont sur une ligne droite et que la personne toute seule, elle est sur une voie changeante. Donc ça veut dire que tu C'est ça. dois Donc, si tu actionner fais le rien, levier. voilà. Ouais, voilà. Si tu fais rien, tu tues les 10 Si personnes. tu fais rien, il y a 10 personnes qui vont mourir. Si tu fais un choix, et ben là, il y en aura qu'une qui Et va c'est mourir. ça qui est puis ensuite, particulier. ouais. Même pour la personne qui. Elle a le plaisir du tramway, évidemment, mais c'est vrai que nous. Et d'ailleurs, on en parlait pour les Marvel. Du coup, après, ça, les Marvel, je trouve que dernièrement, avec les personnages, les super vilains qu'ils ont réalisés, c'est des dilemmes du tramway mais à Souvent, échelle ouais. Ouais, c'est mondiale. vrai, ouais. À échelle mondiale. Ouais, c'est ça. Et c'est super intéressant. Thanos, c'était un peu le cas. Thanos, Ouais, voilà. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, hein. Et c'est vrai que c'est un sujet. Et là, moi, pour le coup, Eboshi, enfin, Princesse Mononoke, pour moi, je me rappelle, il y a longtemps, et je me rappelais pas en fait que c'était aussi non manichéen. Pour moi, Eboshi, elle était méchante. Je me rappelais pas de ça en fait. Là, quand je l'ai revue, Je me rappelais plus en détail Ouais. assez, ouais. et là, quand je sais l'ai plus revue, ce que j'ai je fait, en pensais, fait, non, elle est pas, elle est complexe. Comme les Elle autres a personnages. Elle a l'archétype du personnage méchant, mais au final, tu peux totalement comprendre ses motivations, quoi. Oui, ouais, tout à fait, ouais. Et ce qui rend en plus puis c'est la scène en fait où pas du coup elle se fait attaquer par les loups, mais un peu plus tard où on comprend que du coup ça fait un peu un système matriarcal où quand justement Ashitaka ramène les soldats qui sont tombés dans le vide. Il ramène deux soldats ou deux paysans, je ne sais plus, des paysans je crois. Ouais. Il les ramène à la forge. Et on voit qu'il y a une femme qui accueille son mari, du coup, mais elle Ouais. l'engueule presque. Quoi. Et Ouais, toutes c'est les ça. femmes rigolent, et du coup, tu te dis, bah voilà, c'est elle, t'as l'impression que c'est elle qui ont Ouais, et puis l'autorité. même au début, on te présente un peu les femmes, toi qui travaillent à la forge ou je sais pas quoi. T'as l'impression que c'est une société, on va dire, où les femmes font la popote, en gros, pour résumer. Ouais, Et au fur et à mesure, tu te rends compte, elle dit, bah non, en fait, moi je préfère faire partir les hommes au combat parce que j'ai plus confiance dans les femmes qui sauront défendre notre camp, en fait, sur place, en fait. c'est ça. Donc c'est ça qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que on te fait croire que les femmes restent à la popote, alors qu'en fait elles restent Ouais. dans le camp pour le défendre. Parce qu'elles Et sont que meilleures pour à elles, l'arquebuse. ouais, C'est ça. voilà. Ils évoquent ça, ouais. Donc ça, c'est c'est intelligemment fait, parce que du coup, tu vois que cette dame a mis en place un système un peu où elle met les femmes au premier plan, etc. Et tout. En plus, elle aide les personnes qui sont malades. Tu te dis, en fait, non, elle est pas... Ouais, elle est réellement pas méchante. Du coup, j'ai trouvé, même jusqu'à la fin, en fait, hein, elle, ce qu'elle veut, c'est pouvoir décimer la forêt sans être embêtée, en gros, par ces légendes japonaises. Ces légendes japonaises, Ouais, en fait, oui. qui sont le symbole de la forêt. Donc, ouais, ça... Mais en plus aussi, ce qui est intéressant après plus globalement dans Princesse Mononoke, c'est que du coup on comprend pourquoi elle fait ça, pour la survie de son truc, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en gros, elle a fait ça en pensant qu'elle va vraiment, qu'elle aide à la survie de son camp, mais finalement si elle va trop loin, bah, c'est ce qui pourrait aussi causer sa perte. Si elle déracine tout, enfin si Oui, tout à fait. Voilà. Donc il y a ça aussi, il y a le côté... tu luttes pour ta survie, mais peut-être qu'en ayant les meilleures intentions du monde pour la survie de ton camp, ça se trouve, tu fais aussi des te actions fourvoies. qui vont mener à ta perte Ouais. plus tard. Enfin voilà, c'est pour ça que ce film a plusieurs grilles de lecture qui sont tellement intéressantes, je trouve. Ouais, trop. Bah d'ailleurs, pour parler d'une scène particulière moi qui m'a fait frissonner, c'est le duel entre San, donc Princesse Mononoke, et Eboshi Mm. dans les forges.
je sais pas, ça m'a... Oui. La Moi, c'est une des musique... scènes qui m'est restée gravée. Ah ouais? Dans mes souvenirs de Princesse Mononoke, là, quand tu sais, elle court Ouais, contre sur le les mur toits. avec, enfin, Ouais. tout ça. Ça, c'est une des scènes qui était vraiment restée gravée dans mon truc. Et que, bah, pour le coup, je me suis dit, quand je l'ai revu, là, je me dis, punaise, ça, il y aurait une plus grosse ampleur, il y aurait des meilleurs effets techniques, tu vois. Je me dis, c'est tellement badass, tu vois, ce qu'elle fait, qu'il y aurait moyen de rajouter encore plus d'effets Trop, pour ouais. rendre ça plus badass, quoi. Mais j'ai adoré. Bah, d'ailleurs, un truc qui est intéressant aussi par rapport à Eboshi, donc c'est vraiment un personnage qui englobe beaucoup de choses. Euh, Elle est attaquée par l'empereur. C'est pour ça qu'en fait, que, bah, justement, tu t'évoquais les femmes qui défendent la forge à un moment donné, et c'est des samouraïs qui viennent attaquer, parce qu'en fait, l'empereur convoite ses terres. Il s'est rendu compte que les terres que Eboshi utilise sont intéressantes, rapportent de l'argent, quoi. C'est clairement euh, un- c'est intéressant. Voilà, il récolte, et ça fait référence encore une fois à maintenant, hein, quand on va chercher des ressources. Bah, tu parlais de Raoni, quand on va prendre du bois justement en Amazonie ou qu'on prend des terres pour le blé, pour les bovins, etc. On est obligé de décimer des forêts en fait. On est obligé de décimer des forêts pour les remplacer par des champs de maïs, pour après nourrir les bovins et pour ensuite manger les bovins. Et je trouve que déjà ça fait référence à maintenant, actuellement. Et le fait qu'il y ait un autre pays qui convoite cette terre, je trouve que limite ça fait penser à la guerre Russie-Ukraine. Quand tu vois que Poutine convoite l'Ukraine, c'est un nouveau. Ouais. Tu vois qu'il convoite l'Ukraine pour le blé, de ce qu'on sait, et je pense que c'est pas la seule raison, mais en grande majorité, pour les champs de blé, je trouve que ça limite, ça pourrait ça pourrait être une analogie. Ah ouais? Moi, je croyais que c'était parce qu'ils pensaient qu'il y avait des nazis en Ukraine. Ouais, ça c'est son. C'est vrai qu'il y a forcément d'autres intérêts, mais. Ouais, ça c'est son. Je sais même pas pour les champs de blé, alors que oui, c'est vrai que c'est des gros producteurs, mais je savais pas. Du coup, ouais, son gros argumentaire, c'est pour dire qu'il y a des néo-nazis. Je pense que c'est plus une excuse qui met ça devant tout le monde, tu sais, pour créer ces massacres. Ces fameux épisodes de Black Mirror. Ouais, mais trop. Les ennemis, faut les présenter comme des monstres, parce que sinon, t'oserais pas aller les décimer, quoi. Ah, parce que l'Ukraine a beaucoup de. Ça fait partie d'un des plus grands producteurs en Europe de champs de blé. Et du coup, c'est un pays stratégique pour la Russie. Donc, dites-moi si je me trompe. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et du coup, je trouve que ça fait. Alors que le film date de 97, tu pourrais y faire un lien à ce qui se passe actuellement. Oui, de toute façon, les guerres, hein, c'est toujours des intérêts comme ça. Hein. Ah oui, mais clairement, oui. Clairement, oui. C'est pas pour le plaisir, hein, généralement. C'est ça. C'est qu'il y a un intérêt financier, il y a un intérêt. Oui, toujours. Voilà. Et là, oui, encore une fois, là, je pense que c'est une belle couverture, l'idée de dire qu'il y a des néo-nazis. Mais donc, bref. Là, avec Eboshi, elle se fait attaquer donc par l'empereur. Et ce qui est intéressant, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est l'époque Muromachi, donc c'est entre 1336 et 1573. Et à cette époque, justement, il y a eu beaucoup de chefs, des daimos, ils appelaient ça, donc de chefs guerriers qui ont commencé à se créer un petit peu partout, avec du coup une petite communauté de guerriers, telle qu'est Dameboshi, qui combattait du coup le seigneur. Et là, c'est exactement ce qu'on voit dans le film. C'est qu'elle a sa forge, c'est une guerrière, c'est une chef guerrière pour le coup, elle a ses guerriers, et elle se fait attaquer par l'empereur. Et à cette époque, donc encore une fois l'époque Muromachi, bah, il y a eu beaucoup d'événements comme ça, et donc il y a eu beaucoup de guerres civiles. Ça a été un moment d'explosion en termes de guerre civile, et aussi de création de sectes. C'est pour ça que je pense que Miyazaki a pris cette époque-là, sachant qu'en plus, c'est à cette époque que l'arquebuse a commencé à arriver, et que du coup, on le voit un peu d'une certaine manière dans le dernier Samouraï, que à travers l'arme à poudre, on a l'arrivée de la modernité. Il y a un lien en fait, l'arrivée de l'arme à poudre, et là c'est ce qu'on voit exactement dans le film. Et je pense que c'est pour ça qu'il a choisi cette époque, pour ce contexte de guerre, et pour ce problème justement entre modernité et tradition. Et c'est pour ça que moi ça m'a fait penser clairement au dernier Samouraï.
qui est un de mes films favoris aussi. Oui, j'avais pas vu. Oui, c'est vrai. Et c'était du coup cohérent historiquement. Par contre, Mhm. il y a les chefs guerriers, de ce que l'on sait, c'était souvent des hommes. Là, il a Eboshi, tous les personnages qu'on voit dans l'animé sont des personnages fictifs, évidemment. Il s'est inspiré d'une époque historique, réelle, mais tous les personnages qu'on voit qui sont cités, c'est totalement fictif. Et Eboshi, bah, une chef guerrière, même si on en avait parlé je crois dans notre dans notre story show, on avait parlé d'une guerrière samouraï. Je sais pas si tu te... Exact. Ouais. Bien sûr. Donc il y en avait, clairement, mais c'était plutôt rare. Et là, à travers Eboshi, il a aussi fait quelque chose d'intéressant. C'est quelqu'un qui avait remarqué ça, et que je trouve pas bête de le préciser. C'est que la Eboshi, elle respecte le code Bushido, donc le code samouraï, à merveille. Elle est droite, elle est courageuse, elle est bienveillante, elle est sincère, elle est honnête, elle est loyale, du moins avec sa communauté. Même elle est polie, elle représente vraiment toutes les valeurs du code Bushido, donc du code des samouraïs. Et c'est plutôt intéressant, parce que du coup elle n'est pas samouraï. Elle se fait justement attaquer par les samouraïs. Donc, elle qui est chef guerrière et qui représente sa communauté, elle est moralement, elle est plus proche du Bushido que les samouraïs qui attaquent. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Puis par contre, à cette époque-là, c'était les gens qui étaient hors du système féodal japonais. C'était les gens du spectacle, les mendiants. On parle pas des prostituées, des lépreux particulièrement. Je pense que là, Miyazaki, il a pris du coup les lépreux et les prostituées parce que ça marque, nous visuellement, ça nous marque plus que s'il aurait pris des mendiants et des gens du spectacle. Peut-être que on l'aurait vu, en parlant d'Ameboshi, un peu moins, j'ai envie de dire, généreuse. Le fait qu'elle a l'aide carrément des lépreux, des gens qui sont en fin de vie, c'est plus impactant. Tu sens qu'elle a vraiment elle a un acte de générosité qui est quand même assez appuyé. Je pense que c'est pour ça qu'il a choisi ça. Plutôt que si tu parles de l'histoire de l'époque Muromachi, bah, des gens du spectacle, etc. Voilà. Mais du coup, elle est... Oui, mais c'est ça. Des fois, il faut savoir faire des Ouais, caricatures, j'ai envie de dire, pour faire passer certains messages C'est plus ça. facilement, plus C'est ça. implicitement. Parce que si t'es trop subtil, des fois, les gens vont même pas capter le message, quoi, en fait. Donc là, ça se voyait. Enfin, c'est des trucs très, très connus, on va dire. Donc, Ouais, tout à fait, ouais. Et du coup, pour parler du coup plutôt d'Ashitaka maintenant. Ashitaka, à part si t'as un truc à dire sur Eboshi ou peut-être après, peut-être que ça reviendra. Vas-y, pour le moment, vas-y. Je tousse, excusez-moi. C'est le rhum. Intolérable. C'est le... pas pro, c'est... Demain, tu présentes ta démission. Je couperai. Et du coup, Ashitaka, qui a des personnages phares du coup de cet animé, lui aussi faisait partie d'une communauté qui vraisemblablement existait à cette époque. Il faisait partie des Emishi. Donc les Emishi, c'était des peuples, on veut dire, des tribus autochtones, si on peut dire ça comme ça, qui étaient en dehors du système japonais, mais un peu comme les Gaulois, pour faire des références à la France, un peu comme les Gaulois par rapport aux Romains. Quoi. Voilà. Et les Emishi, du coup, n'avaient pas des armes modernes, n'avaient pas l'arquebuse, mais ils étaient réputés pour être très forts à l'arc, à cheval. Et voilà. Et c'est ce qu'on voit dans le film, dans l'animé. Ashitaka est très bon, donc du coup, il n'est pas sur un cheval. Il tue le sanglier Ouais, direct. mais à l'arc, il est très bon, ouais. Et ça faisait peur, du coup... Mais il n'est pas sur un cheval. Ah oui, alors ça, c'est un truc très marrant. Oui. Il n'est pas sur un cheval, mais il est sur une sorte de... Alors, est-ce que c'est un animal imaginaire ou parce que c'est une gazelle, mais un peu bouc, un peu... Ouais, c'est un animal imaginaire, ouais. Alors... tu sais ce que ça m'a rappelé ? Dis-moi. Et ça aussi, en termes de référence, tu vois, que je te disais que pendant le film, je me disais, mais ça, c'est une référence à ça. Enfin, plus tard, d'autres gens vont s'en inspirer, en fait. Et ça, mais c'est Elden Ring. Ah ouais ? Et la monture que t'as dans Elden Ring, c'est quasiment la même bestiole. Ah ok. Et pareil, qui sautille et tout, je me suis dit, mais oui, c'est pour ça que dans Elden Ring, il y a cette monture.
C'est en génial. partie, je pense. Enfin, c'est inspiré de toute façon, c'est de Miyazaki, hein, le créateur de Elden Ring et tout le à fait, créateur de Mononoke. Et je suis sûr que c'est une référence. Mononoke, ça a tellement marqué la culture japonaise que dans Elden Ring, on a une créature comme ça. Pourquoi dans Elden Ring, on a une sorte de bouc gazelle, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est obligé. Enfin, pour moi, quand j'ai regardé Mononoke, je me suis dit, mais en fait, c'est obligé que c'est ça la référence. C'est obligé. Voilà, forcément. Parce que Du coup, il y a beaucoup de trucs qui m'ont fait penser à Elden Ring. Le combat contre le gros sanglier, justement, pour moi, c'était un combat de boss à la Elden Ring, en fait. Et je me suis dit, ben oui, en fait, c'est... Voilà. Donc c'est une des multiples références que j'ai pendant le film. Je me suis dit, mais oui, putain. Et c'est ça qui m'a bluffé quand j'ai regardé Mononoke, c'est que je me suis dit, mais il a inspiré combien d'œuvres en fait derrière lui. Et j'adore ces œuvres qui sont peut-être pas parfaites, etc., mais qui vont laisser leurs traces et qui vont inspirer tellement d'autres choses derrière. J'adore. Bah d'ailleurs, en parlant de ça, moi j'y ai pensé il y a pas longtemps. C'est Doctor Strange. Doctor Strange 2 du coup. Où t'avais des moments où la musique s'arrêtait, t'avais un temps mort, t'avais un silence. Et là, ça m'a surpris du coup dans Princesse Mononoke, quand Ashitaka, à chaque fois que Ashitaka rencontre le dieu cerf, et qu'on le voit marcher le dieu cerf, t'as un silence, mais un silence de malade. C'est, du coup, les temps morts existaient... je sais pas, dans Doctor Strange, c'est beaucoup, ça date d'il y a très peu de temps. C'est plus pour l'horreur. Oui, dans Doctor Strange, ils s'en servent pour l'horreur, pour créer un sentiment un peu de malaise. Moi, j'adore de toute façon, quand on joue avec l'audio comme ça. Bah oui, voilà, c'est ça. Tu crées quelque chose à chaque fois. Tu crées. Mais là, déjà, ils utilisaient ça. Ça m'a surpris en fait de le voir dans dans un animé, déjà dans un animé, mais dans un truc aussi, t'as l'impression que aussi vieux. Le temps s'arrête. Tu vois, le temps s'arrête. Ah ouais, mais c'est très fort. Ouais, voilà. Quelque chose. C'est exactement ça. Ouais, j'adore cet effet, moi. De toute façon, j'en parle tout le temps. Dès que dans un film, il y a un moment de silence, etc., à chaque fois, j'en parle. Hein. Et c'est encore mieux d'aller les voir. Quand il se passe ça dans un film, c'est d'aller le voir dans une salle de cinéma. C'est ce que je dis à chaque fois. Mais le moment où la salle de cinéma est silencieuse et que personne ne parle, t'as pas un bruit, limite les gens se retiennent de tousser ou je sais pas quoi. Ça, j'adore ces moments-là, moi. C'est vraiment des moments en salle que tu vis, quoi. Bah trop. Des fois même c'est limite surprenant parce que quand t'as pas l'habitude, limite t'as envie de regarder les autres pour dire. Oui, mais c'est ça. Il y a pas un problème là. C'est un vrai moment, ça crée quelque chose. Ouais, c'est ça. Et puis même toi, tu l'as déjà eu cette sensation de attends, faut pas que je tousse à ce moment-là parce que. Oui, mais clairement. Moi, j'adore ces moments-là. Parce que c'est ça qui est marrant, c'est que des fois, on dit pour attirer l'attention, il faut faire du bruit, il faut s'agiter, etc. Mais des fois, en fait, un silence, et ben c'est ça qui va capter ton attention. Tu vas faire ouf. Attends, il se passe quoi là et tu vas être à fond dedans en fait. Bref. Ah oui, c'est l'inverse d'un screamer, tu vois, j'ai l'impression. C'est l'inverse, mais ça a tout autant d'effets et moi j'adore ces moments-là. Et bon, et d'ailleurs, du coup, qu'as-tu pensé d'Ashitaka ? Est-ce que tu as un truc à dire particulièrement sur Ashitaka ? Non, j'ai adoré. Bah, pour moi, c'est Link. Pour Breath of the Wild, c'est le mec qui part avec sa petite monture. Enfin, j'adore ce côté aventure. Déjà, moi, c'est ce que j'ai kiffé dans le début de Mononoke. Ouais. C'est qu'il part, il a une quête. C'est faut que tu trouves. En plus, c'est un truc mythologique, je sais pas quoi. Ça paraît complètement insensé. Et on verra. Je pars à l'aventure. Puis à cette époque-là, toi, c'est un truc. Qu'on n'a plus aujourd'hui avec nos GPS, tout ça, que j'adore. Je ne vais pas faire le mec qui critique la technologie, c'est génial. Hein. Mais ça t'enlève. C'est pour ça que des fois, nous, on fait des Breath of the Wild, comme on appelle. C'est-à-dire qu'on prend soit à pied, en randonnée, soit en voiture, soit en trottinette, soit en vélo, je ne sais quoi, tu vois. C'est juste partir sans avoir aucune idée de où tu vas. Juste, tu vas... aller au gré de tes envies, tu vas rouler, tu vois un truc intéressant, bon bah j'y vais, je vais aller par là, je sais même pas où tu vas. Et on appelle ça des Breath of the Wild, nous. Parce que justement, c'est ce que Breath of the Wild a créé chez nous en tant que joueur, on n'a pas de point prédestiné, on va là où notre cœur nous le dicte, tu vois. Oui. Et là, bah moi en gros, je suis vraiment friand de ça. Et là, je l'ai ressenti dans un film en fait, où le mec, bah, il quitte son village et puis il part à l'aventure et puis direct, il découvre, tu sais, la scène de guerre là. Ça, pareil, ça m'a fait pas mal cogiter. Tu dis que c'est un mec dans une petite contrée, toute tranquille et tout. Il part à l'aventure et il se retrouve sur une scène de guerre. Il a rien à voir. Il connaît même pas aucun camp. Et forcément, bah, qu'est-ce qui se passerait dans ta tête, toi, si t'arrivais sur une scène de combat
Il y en a qui sont en train d'exécuter des gens, mais est-ce que c'est vraiment les méchants? T'en sais rien en fait. Ça aussi, c'est un truc qui revient dans le jeu God of War. Le fait que t'as des pulsions, tu vois un peuple en train de se faire massacrer, t'as envie d'y aller, de dire bah, c'est eux, c'est les victimes, c'est eux. Sauf qu'en fait, bah, t'en sais rien. Ouais. Toi, t'arrives à un moment donné, ça se trouve, c'est ceux qui sont en train de se faire tuer là, bah, c'est eux qui ont attaqué en premier. En fait, t'en sais rien. T'arrives à un moment donné. Et ça, ça m'a donné cette sensation quand. Enfin voilà. Je pars dans plein de trucs, mais en tout cas, c'est intéressant. Il y a tellement de trucs intéressants en fait. Mais en fait, ce film, toutes les scènes, en fait, je trouve il y a des. Même des fois, c'est des détails, tu vois. Je sais même pas si les gens. Même toi, est-ce que t'as ressenti un truc sur cette scène? Mais moi, elle a été très forte. Quand il est arrivé sur le champ de bataille, je te jure, ça m'a fait cogiter, ça m'a fait réfléchir et j'ai trouvé ça génial. Voilà. Ok, ouais, non, moi je pense pas particulièrement. Après, on voit ce qui m'a marqué plus, c'est qu'il laissait au départ, mais même pas forcément sur cette première scène d'ailleurs, parce qu'il essaie de ne pas tuer. Je trouve ça très intéressant. Il essaie de ne pas tuer. À part là, du coup, il se sent obligé. Parce qu'il voit que justement il y a des familles qui sont en train de se faire tuer. Mais tout le long, de toute façon c'est son but, hein, de toute façon quand il part du coup de son village, il doit essayer de véhiculer de la non-haine. Alors je sais plus comment il nomme ça, mais aucune haine en gros. Et je trouve ça super intéressant. C'est un peu comme si c'était Yoda qui lui débalançait une quête. Essaye d'apporter la paix dans le monde et il se met jamais dans un camp ou l'autre. À part, c'est vrai, oui, c'est ça. C'est cette première scène, mais après par la suite, et même d'ailleurs Joe, le maître de la secte, on va dire ça comme ça, à un moment il le dit, il dit mais il est dans quel camp lui? En fait, c'est qu'il choisit pas de camp. Il n'est pas de camp en fait. C'est pas. Ça, ouais. Il veut essayer de qu'il y ait la paix entre les deux. Et du coup, il se met dans des positions à chaque fois. Il se fait tuer quoi. Et heureusement. C'est ça. Et à chaque fois, oui, c'est ça. C'est que en voulant se mettre dans aucun camp, et ben en fait, t'as d'autres qui pensent qu'il est contre eux. C'est ça. Neutre, des fois, ça veut dire que t'es contre. Et un truc que j'ai trouvé aussi intéressant et que je trouve super bien tourné globalement dans tout le film, c'est que justement quelqu'un qui a qui a cette envie d'être neutre, qui a cette envie d'être le plus pacifiste possible, etc. En fait, il peut changer en tombant amoureux. Oui. Parce qu'il tombe, on va dire, amoureux de Mononoke. Tout à fait. Et je trouve que l'histoire d'amour qu'il a avec elle est tout en retenue. C'est pas du tout cliché, même à la fin, de toute façon, ils sont pas en train de se galocher ou je sais pas quoi. Oui, c'est pas du tout une happy end à la fin d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et c'est très distant, il n'y a pas de grande déclaration d'amour, mais tu sens qu'ils s'aiment les deux, qu'ils ont un coup de foudre en fait. Et ça, je trouve ça tellement intéressant de voir à quel point c'est tout con, c'est tellement humain, mais une relation amoureuse peut te faire totalement vriller sur tes principes, sur tes convictions, etc. Donc, il se renie pas totalement ou quoi, mais tu vois qu'il justement, il commence à bifurquer dans un camp juste par amour. Au-delà de ses idées politiques, on va dire, tu vois, c'est juste par amour que des fois, en fait, tu vas aller dans un truc qui peut-être aurait été contre tes principes avant. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'est très original de traiter une histoire d'amour comme ça, qui reste en plus tout en retenue. Moi, j'adore quand les histoires d'amour, des fois, restent... Je parlais tout à l'heure des scènes de sexe pour montrer l'intensité des sentiments et tout, mais j'aime bien aussi des fois quand ça reste en retenue, c'est pas un truc un peu niais, tu vois, d'histoire d'amour, histoire de mettre une histoire d'amour. Là, t'as une histoire d'amour, mais je trouve sur des... Alors, pourtant, ça a une grosse influence, je trouve, sur sa façon de penser et tout. Mais pour le coup, ils font pas des petites papouilles. Ils font pas du tout, ouais. Il fait pas des choix complètement cons par amour ou quoi. Mais tu sens la puissance de l'amour aussi. Donc c'est... Voilà. C'est beau. C'est beau. Mais après, on voit qu'il était très proche de la nature avant de partir quand même. D'ailleurs, ça... Bien sûr. Bah oui. Et on va dire qu'il s'est pas rogné totalement. Mais pour autant, il condamne pas d'emblée la forge, etc. Tu vois, au contraire, il sympathise tout ça. Tu vois, tu dis que c'est quelqu'un qui vient d'un peuple qui vit dans la nature, sommairement, etc. Et donc direct quand il voit une forge, ça pourrait être le cliché du, tu vois, un peu à la Red Dead quand ils arrivent auprès de la ville et puis tu vois les fumées noires dégueulasses et puis direct tu dis ça c'est le mal, ça c'est pas bien. Lui en fait il y va en toute
Bah d'ailleurs, Ça, bah, vous mais avez vos raisons tu, et je suis intéressé pour savoir comment vous vivez, mais etc. tu parles de Red Dead, mais j'y ai pensé aussi. Ça m'a fait aussi penser à Red Dead, Bah ouais. oui, aussi, mais je t'ai dit, c'est pour ça. Je te jure, Le ce fait que film, quand je l'ai regardé, c'était... Ouais, parce que Red Dead, ceux qu'on dirige, ils représentent justement un peu Ashitaka, des mecs qui sont dans leur... qui vivent de façon traditionnelle et qui n'ont pas envie de... Exact. Bon, c'est pas totalement le cas d'Ashitaka, justement, c'est la nuance. Mais là, pour le coup, dans Red Dead, ils veulent pas... ils refusent la modernité. Enfin, ils sont... On sait pas trop, en fait. Mais il y a un peu... Si, il y a ce concept-là. Où Dans Red Dead, c'est qu'ils refusent la loi, en gros. Ouais, la loi, ouais. Et pour eux, imposer des lois, c'est imposer une nuisance à la liberté. Et du coup, bon, bref, ça c'est autre chose. On vous invite à écouter notre podcast sur Red Dead Redemption. Ouais, et aussi le podcast sur La La Land. Comme ça, vous allez comprendre Oui. comment l'amour rend aveugle et pourquoi par amour, on peut faire des choses parfois stupides, malheureusement. Mais ça s'explique neuroscientifiquement. Mais c'est pas le sujet. On peut pas tout parler. Il y a trop de trucs à évoquer dans ce, dans ce film. Qu'on apprenne à se centrer quand même, hein, parce que là, Non, non, non. c'est plus possible. Non, C'est non, plus possible, moi c'est j'aime plus bien. possible. Moi j'aime bien. Dites-le dans les commentaires si vous aimez bien ou pas. Et bah d'ailleurs, Ashitaka, ça fait son village fait référence à un peu une ancienne pratique au Japon, si on peut appeler ça une pratique. C'est un peu ce qu'on appelle le Satoyama. Satoyama. C'est le fait que Oui. ça dit quelque chose. On en avait parlé à l'époque d'Animal Crossing. Exactement, c'est ça, exactement, c'est ça. Le fait en fait d'essayer d'être en lien avec la nature. Et là, Satoyama, bah, il y a un lien en fait entre la montagne et les champs de rizière et le village. Et en fait, bah, le peuple qui habite près de la montagne essaie de respecter la montagne. Et avec, par exemple, les feuilles mortes qui tombent de la forêt proche de la montagne, ça leur sert pour les rizières. Il y a comme il y a une harmonie en fait. Il y a un cycle. Et ça pouvait se faire à l'époque. Et on voit que là, il est obligé de partir parce que il y a le sanglier qui arrive chez lui, parce que le sanglier a été touché par quoi? Par une balle d'arquebuse. C'est pour ça que le sanglier est maudit. Donc c'est la modernité qui, d'une certaine manière, métaphoriquement en fait, qui le fait sortir de chez lui et qui l'amène à la rencontre du coup d'Eboshi. Et de toute façon, coûte que coûte, maintenant que la modernité est là, bah, c'est plus possible de vivre dans cette manière traditionnelle qui est le Satoyama. On peut plus. En fait, et je trouve qu'à travers Ashitaka, on voit ça aussi. Lui, il sait pas qu'il est. On le voit que ça l'embête en fait de partir. D'ailleurs, le Miyazaki parle du fait que la malédiction qu'il chope, elle est absurde. Il dit, elle est absurde la malédiction. Mais il dit, il a volontairement. Je l'ai pas forcément trouvé absurde, mais lui, il a voulu le faire de cette manière pour dire que parfois dans la vie, on chope des maladies, on chope des trucs Voilà. qui n'ont aucun sens. C'est malheureux, c'est comme ça. C'est absurde. Et à travers Ashitaka et la malédiction qu'il chope, en voulant défendre son village, bah, il voulait présenter ça. C'est intéressant. C'est Et ça, intéressant. en plus, ils en parlent, et alors je sais plus à quel moment, tu vois, j'aurais dû le noter, mais ils en parlent de ça à un moment, où il explique en gros que bah, pendant longtemps, à chaque fois, tu sais, on a expliqué que quand tu tombais malade, bah, c'est parce que genre, s'il y a une épidémie de je sais pas quelle maladie, bah, au lieu de dire c'est juste, bah, c'est comme ça, c'est la nature, c'est le hasard, etc. À chaque fois, on utilisait un peu le fait pour dire, comment dire, pour dire en gros, bah, vous avez mal agi, donc Ah en oui, gros, oui. genre Dieu vous punit en vous faisant ça. On se servait Ouais, des genre, maladies en gros. c'est le pour- karma, quoi. C'était un peu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vous avez mal agi, ou alors même pas vous, mais vous voyez, eux deux, ils ont mal agi, bah, tout le village va choper une maladie en Ouais. punition, tu vois. On se servait des maladies là-dessus. Et je crois qu'ils en parlent à un moment, alors je sais plus à quel exactement, mais justement, ils s'en servent, bah, comme tu dis, pour la malédiction qui chope, en Ouais. gros. C'est ça qui est très intéressant, c'est de dire que des fois, on le voit là en ce moment, tu vois, avec le Covid, on aimerait bien trouver une explication qui expliquerait pourquoi on a le Covid, mais des fois, c'est juste du hasard finalement. En fait, c'est dur à comprendre, Ouais. on va dire, mais des fois, c'est ça en fait. Donc c'est intéressant, je trouve. Alors, je sais plus à quel moment ils en parlent, mais bref. Bah, d'ailleurs, tu parles du Covid, mais moi, la malédiction avec le sanglier, ça me fait penser à un virus. Hein. Ça me fait penser clairement à un Ouais, c'est virus. ça. Limite un peu au tétanos. Vu que le sanglier il devient un démon
à cause de la balle à l'intérieur de lui, et le tétanos c'est lié au fer rouillé, ça m'a fait penser à ça. Et du coup, parce que forcément, ça... peut-être qu'il y a... Ou même la rage. Même la rage aussi, ouais. Où l'animal devient complètement fou, et s'il te mord, tu peux choper la rage aussi. C'est ça, c'est ça, ouais. Donc oui, c'est ça, en gros, globalement. Là, c'est fantasmé, tu vois, avec des effets, etc. Mais finalement, ouais. Et d'ailleurs, encore une fois, une autre scène qui me fait penser au dernier samouraï, c'est quand il se coupe le chignon juste avant de partir. Oui, c'est vrai. Ça me fait penser, comme les samouraïs, de la même scène qu'on voit d'ailleurs dans le dernier samouraï. C'est vraiment un acte, voilà, tu perds ton statut. Et là, c'est pour ça qu'il se cache d'ailleurs quand il s'en va. Il perd son statut de prince, parce qu'il était prince dans le village. Oui, en plus. Ouais. Et du coup, il s'en va. Du coup, c'est son parcours, comme tu dis, du coup, il est super intéressant parce que c'est grâce à lui que petit à petit, on va voir la forêt magique, on va voir les sylvains qui représentent du coup les arbres. C'est via, je trouve, Ashitaka et évidemment San, qu'on va voir un peu plus tard, qu'on voit tout ce concept de forêt magique. Et je trouve ça super intéressant. Et pour le coup, du coup, c'est clairement inspiré donc, du shintoïsme. Tous les animaux, le sanglier, les loups, le dieu cerf, tout cela, c'est des mélanges en fait, soit de yokai. Donc, dans le folklore japonais, c'est un peu des esprits malfaisants, en grande majorité, des esprits qui viennent du paranormal. Donc, c'est inspiré de yokai ou de kami. Et ça, je ne connaissais pas ce que c'est les kami. En fait, dans le shintoïsme, c'est une croyance qui dit que tout objet, tout être vivant a une âme et a une divinité. En fait, c'est un mélange entre ce qu'on appelle l'animisme. Donc l'animisme, ça se tire de croyances d'ailleurs africaines, ou d'ailleurs dans le vaudou, dans d'autres croyances comme ça africaines, où ils pensent que justement tout est habité par une âme, les cailloux, voilà, les plantes, tout a une âme. Ça mélange ça et un côté un peu polythéiste dans la croyance shintoïste, où en plus d'avoir chaque objet, chaque être a une âme, en plus d'avoir une âme, il y a aussi une divinité. Donc c'est-à-dire que les arbres ont tous une âme et sont tous une divinité. Tout est divin en fait. Et c'est pour ça qu'il y a, comment dire, une sacralisation de la nature un peu. La nature, elle est si importante parce que tout est sacré en fait. Chaque objet, chaque chose est... Voilà, les kami qu'on voit, par exemple, les sylvains, c'est les petits bonhommes qu'on voit d'ailleurs aussi dans... Ouais, les korogu. Les korogu de Breath of the Wild, exactement. c'est clairement là... Et ça, ce sont les âmes des arbres. Clairement. Ils représentent chaque arbre. Et c'est pour ça qu'à un moment... C'est un peu comme les petits lutins chez nous. Et voilà, exactement. Dans les forêts, c'est ça, ouais. chose, quand même. Exactement. Et d'ailleurs, c'est le même nom. Parce que là, il n'y a pas longtemps, j'ai lu une BD avec ma fille, Ragnarok, qui est inspirée du coup de croyances plus occidentales et plus françaises. Et dedans, il y a les sylvains. Et les sylvains, c'est une âme qui sort de l'arbre. Mais c'est le même principe qu'on voit. Et d'ailleurs, dans Princess Mononoke, ils appellent ça des sylvains aussi. Ce qu'on nomme Korogu dans Breath of the Wild, là, dans Princess Mononoke, ils appellent ça sylvain. Mais c'est exactement la même chose. Pour le coup, c'est la même chose. Les lutins et les Korogu qu'on voit, c'est le même principe. C'est l'âme d'un arbre. Et du coup, tout, t'as une âme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, le fait que Ashitaka soit près de la montagne, c'est pas pour rien parce que, et encore maintenant, je pense, mais du moins peut-être plus à l'époque, les montagnes étaient sacrées et parce que les montagnes étaient remplies de kami. Donc encore une fois, les kami, c'est ces fameuses âmes. Ouais. De Lionel Camille. De Lionel Camille, oui. Ouais, donc il y avait beaucoup de serial killers. Il y avait beaucoup de disparitions. En plus, il y a un lien à la mort, vraiment, les Camille. Parce que du coup, Je sais que ça se trouve, c'est pas son vrai nom de famille. Ça se trouve, il a fait... Ah, tu viens de m'éclairer quelque chose. C'est peut-être un pseudo qu'il a choisi, justement, en rapport avec ça. Ça s'écrit comment? Lionel Camille? K-A-M-I? Non, C-A-M-I. Ah, non, c'est... Oui, il s'est trompé. On lui posera la question. Et du coup, les kami, c'est aussi
si quelqu'un meurt au Japon, son âme, son kami, donc il y a plusieurs kami différents, évidemment je ne suis pas shintoïste pour vous dire tous les noms différents, on risque en plus de les écorcher, mais du coup tu deviens un kami et ton kami va aller à la montagne en attente d'être purifié. Et du coup c'est pour ça que c'est considéré d'être dangereux d'aller en montagne, aussi à cause de ça, parce que si tu allais en montagne, en plus d'avoir les kami de la forêt, tu avais aussi les kami des morts qui sont en attente d'être purifiés pour aller vers le ciel. La montagne, c'est vraiment le lien entre la terre et le ciel. Et c'est pour ça que les montagnes sont sacrées. Du moins, surtout à l'époque Muromachi. Donc il y a tout un délire, de toute façon qu'on voit évidemment dans l'animé. C'est pour ça que c'est dans la montagne où il y a San, princesse Mononoke, qui vit avec les loups, où il y a le dieu cerf. C'est pas pour rien. Parce que c'est vraiment un endroit justement où on est censé ne pas y aller, ne pas toucher. Et c'est pour ça qu'au moment où du coup Dameboshi commence à toucher à la forêt, ça crée une guerre en fait entre ces légendes japonaises et Dameboshi. Et il y en a qui considèrent que dans les croyances shintoïstes, l'époque Muromachi, du coup, ça a été le moment où les légendes japonaises ont commencé à disparaître parce qu'on a commencé en fait à détruire les forêts. Du coup, c'est pour ça que tous ces kami ont disparu d'une certaine manière. D'accord. Voilà un peu, mais c'est pareil pour nous d'une certaine manière avec les lutins, etc. Ouais, c'est intéressant. C'est un peu le même principe, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des. On pourrait Ouais. On pourrait même créer notre secte en partant de cette base-là. C'est ça. Ça me donne des idées là. Ah ben moi je l'ai déjà créé. Vous voulez revoir des lutins dans vos forêts? Suivez-nous. Et du coup c'est ouais j'ai trouvé ça intéressant de voir le rapport. C'est passionnant de fou, c'est clair. C'est génial. D'ailleurs, là tu vois là j'apprends des trucs, tu vois. Donc ça me donne encore plus envie de revoir le film limite. Même moi. J'ai une autre vision maintenant. Ouais. Parce que du coup, ça me fait moi directement écho à Breath of the Wild. Parce que pareil, le cerf, l'endroit qu'il est dans Breath of the Wild, c'est pareil, c'est sur une montagne sacrée et tout le bordel. Limite, tu vois, ça me donne aussi envie de rejouer à Breath of the Wild pour aller fouiller un peu cette montagne. Je comprends mieux Breath of the Wild du coup moi. Grâce à Princess Mononoke et à notre podcast, parce que du coup on essaie d'approfondir le truc. Là, ça me donne envie de. Je pense qu'en rejoint Breath of the Wild, on l'avait dit de toute façon, Breath of the Wild, ça puait en plus les studios Ghibli au niveau de la direction artistique. Donc forcément, là, il y a des liens qui vont se créer. Puis c'est les mêmes légendes. C'est clairement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ils ont fait pas mal de références parce que même Princesse Mononoke, elle a un masque un peu tribal, un peu africain. Et justement, l'animisme, donc cette croyance qui fait que tout objet, toute personne a une âme, ils ont souvent on va dire pas les guerriers, mais les sorciers ont souvent ce genre de masque. Et je pense que Miyazaki n'a pas fait le choix du masque de façon anodine. Il s'est inspiré de l'animisme africain, je pense. Et d'ailleurs, l'animal d'Ashitaki, l'animal qui ressemble le plus sur Terre, c'est un animal en Afrique. Donc je sais pas, je pense qu'il... Est-ce que c'est des coïncidences? Je ne sais pas. Je t'ai dit, moi ça me faisait penser à une gazelle ou... Et c'est ça, exactement. Ça, une antilope. Tout à fait, ouais. C'est une genre d'antilope, ouais. Même à Lizard, un peu. Ça foutait... Ouais. Donc je pense que... Je sais pas pourquoi il a voulu... Est-ce qu'il peut-être qu'il n'y a aucun rapport. Hein. Peut-être qu'il a fait comme ça. Peut-être que je pense que... C'est pas pour rien, vu comment il s'y connaît. Hein, parce que là, tout ce qu'il a fait, ça semble extrêmement cohérent au niveau du shintoïsme. C'est ça. Les divinités qu'il a créées et tout. Donc, parce que les loups sont en lien avec quelque chose. Après, lui, il a pris des libertés, pas au niveau des divinités elles-mêmes, parce que le nom Nago, par exemple, qui est le dieu sanglier, la divinité sanglier, il existe vraiment. Donc les noms existent vraiment. Après, au niveau de la... Comment dire, de l'aspect visuel, là, c'est un peu plus... il a pris un peu plus de liberté. Et par exemple, le loup, il s'est inspiré d'un yokai qui a plusieurs queues. On voit que le loup mère, donc la mère de Princesse Mononoke,
Elle a plusieurs queues. Je sais pas si t'as fait gaffe. Elle a 2 queues. Ah non, même pas, ouais, d'accord. Voilà. Et bah dans les yokai qui ressemblent du coup à ce type de loup, je crois que c'est un renard dans les yokai. Alors, je sais plus, mais je crois que c'est un renard. Mais du coup, en gros, chaque queue représente 100 ans. Donc c'est-à-dire que là, le fait que la mère de San a 2 queues, bah, on peut considérer qu'elle a 200 ans, qu'elle a 2 siècles. Voilà. D'accord, ok. Donc il a Ça, pareil, c'est des détails, si Mais oui, trop. tu connais pas, tu passes trop Ah, tu totalement peux... à ouais, côté, clairement. quoi, mais- Il y a plein de petits détails Et comme ça, ouais. Ouais. Et en parlant des loups, d'ailleurs, même niveau du graphisme et tout, pareil, ça m'a rappelé du Zelda dans Twilight Princess, où Link peut se transformer en loup, mais aussi le jeu Okami, c'est exactement le même style de graphisme, etc. Et du coup, Okami, c'est un jeu que je n'ai pas fait. Et Et je suis Okami même en plus. curieux de voir. Camille. C'est peut-être pas Ouais, pour tu rien. vois, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, je serais curieux de voir le jeu Okami. C'est sûr, il y a vraiment un lien, à mon avis. Ça doit être japonais, donc il y a un lien sur cette légende des loups et tout. Ça rappelle aussi le livre de la jungle, forcément, l'histoire de San, qui C'est est élevé vrai. par des loups, etc. Donc, après, le livre de la jungle est sorti avant. Puis après, le livre de la jungle, je pense que c'est un truc plus global d'enfants élevés par des animaux. Je pense que c'est des légendes urbaines Ouais, qui ça se rapproche racontent plus de depuis Tarzan. des millénaires, tu vois. Ouais. Ouais, il y a Tarzan aussi, c'est ça, il y a plein de trucs. Ouais. Donc c'est. Voilà. Bah là, il y a, C'est- il y a beaucoup de détails, hein, parce que même Alors, il me semble que San, ça veut dire 3, il me semble. Et du coup, ça serait la 3e louve parmi... Voilà, même au niveau des noms, vu qu'il y a 3 loups, sans compter la mère, il y a 4 loups, mais sans compter la mère, bah San, c'est la 3e. Bah, ça, c'est Aurel San. San, c'est Ouais, son bah c'est troisième ça. album. San, ça veut dire monsieur aussi, je crois. San, tu sais, il dit dans son morceau Ok. San, justement. Ouais. San, ça veut dire 3. San, ça veut dire monsieur. Ok, Il y a ouais. un truc comme ça. Donc, du coup, Attends, ouais, il y a leur San Gohan, San, il y a plein de. ouais, San, c'est ça. c'est monsieur aussi, c'est un titre un peu distinct. Ok, ouais, ok. Et du coup, c'est intéressant. C'est vrai que même, bah, si on parlait d'Ashitaka, du coup, qui est super intéressant par la façon qu'il a, qui est presque utopique, de vouloir la paix partout. Et, il fait que sa malédiction, c'est quand même aussi un don, parce que ça va l'aider. Enfin, un don. Oui. Ça va l'aider d'une certaine manière, à aider San et, et à rétablir un petit peu la paix, même s'ils ont beaucoup de mal. Mais San, elle est super intéressante aussi. Je trouve que le personnage, il est super intéressant. Pour faire comprendre, en fait, à quel point la forêt est en train de se faire détruire. De toute façon, je trouve que le peuple des singes est extrêmement inquiétant. Ils sont assez angoissants, je trouve. Ouais, et ce que j'aime bien, c'est qu'on nous le présente comme des démons au début. C'est Ouais, des trop. ombres avec des yeux rouges, etc. Et plus tard, on se rend compte que, bah non, en fait, ils ont une forme totalement normale aussi. C'est pas des démons, c'est. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. Pareil pour Mononoke, de toute façon. Je trouve déjà, elle a un design qui est culte. Après, bon, c'est peut-être parce que je la connais depuis longtemps, donc c'est devenu culte dans ma tête. Mais je trouve dès qu'elle apparaît à l'écran, elle a une présence, etc. Au niveau de Ouais. ses habits, enfin sa façon de se déplacer. Bah, tout la ça. première fois qu'on la voit, avec Et, le sang dans la bouche et tout, elle est. C'est Si, ça. si, elle est après un peu inquiétante. Ouais. Et puis ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est qu'au début, on nous la présente un peu comme une sauvageonne, tu vois. Elle est très violente, elle semble. Et en fait, tu te rends compte très vite qu'en fait, bah, elle parle, enfin, tu sais, Ouais. elle discute direct avec le mec. En fait, c'est pas une sauvageonne, en fait, quand tu discutes avec elle et tout. Donc, ça, j'ai trouvé ça aussi assez original. Et je m'en souvenais plus, en plus, là, le fait de revoir le truc, je me souvenais plus que c'était aussi rapide. Dans mes souvenirs, elle était beaucoup plus sauvageonne que ce qu'elle est Oui. finalement dans le truc. Ouais, je trouve aussi, ouais. Sachant qu'en plus, bah, un truc que je me rappelais pas, c'est que elle a été abandonnée par ses parents au loup. Et du coup, en fait, tu comprends qu'elle a une haine contre l'humain. Donc, elle n'est pas objective Ouais. en fait dans son combat. Elle est, ouais, tu vois qu'elle a derrière ses principes en fait se cache une colère contre l'homme. Et du coup, elle n'est pas totalement objective. Et c'est du coup Ashitaka qui va essayer de l'aider plus ou moins un peu à voir que l'homme n'est pas si mauvais que ça. Et ben, d'ailleurs, c'est ça. Tu sais, quand je parlais de relations amoureuses, ce qui est assez fou, c'est que tu sais, on en a parlé souvent, c'est que les relations amoureuses, c'est aussi de la chimie, tout simplement. Ouais. C'est des réactions chimiques qui se passent dans notre corps. Et ça, je m'étais fait la réflexion quand j'ai regardé le film, c'est qu'elle a cette haine des humains. Vraiment, elle est en colère contre elle. Et là, elle tombe contre ce gars.
Et c'est pas pourquoi, mais il y a une réaction chimique, tu vois, qui est contre même ta façon de penser, tu vois. Oui, c'est Dans vrai. ta tête, ça fait des années que tu dis, je déteste bon, pas cette race, mais Ouais, les humains, quoi. Je ouais. déteste les humains. Et là, elle a une sorte de coup de foudre et elle ressent une réaction chimique qui est complètement indépendante de sa volonté. Et j'ai trouvé ça aussi très malin de traiter, pareil, l'amour de cette façon-là, de quelqu'un qui doit détester. Enfin, c'est brillant. C'est brillant. Ça, c'est brillant. C'est brillant. Non, parce que quand même, de faire, de montrer que ça peut être qu'une réaction chimique en dehors tu vois, lui, ça lui fait un peu dévier de ses idéaux politiques, on va dire. Mm. Et elle, c'est carrément, elle se dit, non, bah, c'est pas possible que je tombe amoureuse. Et pourtant, bah si, c'est indépendant de sa volonté. Donc c'est bien joué. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est au moment où il lui avoue qu'il l'apprécie, ou je ne sais plus, qu'elle est surprise un peu. Elle a un moment de... Mais ça lui plaît, en fait. Tu sens que c'est ce qu'elle attendait. Donc, ouais, c'est super intéressant. Mais après, ce que je trouve là brillant, du coup, de la part de Miyazaki, c'est grâce, du coup, au personnage de San et du coup d'Ashitaka, évidemment, par rapport à leur symbiose. Mais du coup, de San et de d'Ameboshi, c'est qu'il a réussi à mélanger à merveille, selon ce qu'on comprend, les légendes japonaises, pour faire vraiment une fable écologique, pour faire comprendre en fait que la forêt et la modernité ne pouvaient pas s'entendre de façon utopique, c'est plus possible. Un peu l'idée Satoyama de l'époque, c'est une utopie. Et on le voit à la fin du film, du coup il y a tout qui se détruit en fait. Il y a tout qui se détruit pour tout se refermer. Et d'ailleurs, le dieu cerf qui crée des cyclones pour tout détruire vers la fin, moi ça m'a fait penser un peu à une représentation métaphorique du réchauffement climatique. Tu vois, Dérèglement au moins climatique. dérèglement climatique, ouais. Ça m'a fait penser à ça. Parce que vu que, à cause du dérèglement climatique, t'as plus de canicules, t'as plus de cyclones, t'as plus en fait de catastrophes naturelles. Et là, à travers le dieu cerf, qui devient énorme, il devient un peu le dieu le dieu du vent. Je crois la nuit, je crois. Un truc comme ça, c'est la nuit, c'est le dieu du vent, et le jour, c'est le dieu cerf. Et ça me faisait penser à ça, une métaphore en fait du dérèglement climatique liée du coup d'une certaine manière aux forges qui polluent. Donc je trouve ça, je trouve ça brillant. Comment il l'a expliqué? T'apprends des trucs sur l'époque, tu sais que c'est dans un contexte réel, tu vois que c'est pas rien n'est anodin, et en même temps tu te dis qu'il y a c'est actuel. Et ça te donne envie d'essayer de faire quelque chose. Voilà. Non, mais je trouve ça c'est brillant. Je trouve ça c'est brillant comment c'est expliqué. Et même, de toute façon, en faisant quelques recherches, je crois que c'est Allociné qui a fait une petite vidéo qu'on peut trouver sur YouTube sur les légendes japonaises. Et il parle justement du dieu cerf, il parle de certaines choses, mais il y a tellement de trucs à dire que. S'il y a un truc que j'ai pas précisé, c'est que les kami, les divinités kami, peuvent devenir démoniaques quand elles sont obscurcies, quand elles sont en colère. Elles peuvent devenir dangereuses. Et du coup, c'est le cas avec tous les animaux, que ce soit le sanglier Nago qu'on voit au début, et le sanglier un peu plus sage, qui est tout en blanc là, qui lui aussi va devenir un démon, parce que la colère va prendre le dessus. Ouais. Côté obscur qui prend mais clairement ça. le dessus. C'est clairement ça. C'est le côté obscur. Ça fait penser limite à Star Wars, quoi, qui s'inspire justement en partie de la philosophie shintoïste. Donc, de toute façon, tu vois, il y a des liens entre le shintoïsme, le taoïsme, entre la pensée chinoise et la pensée japonaise. Je trouve qu'il y a beaucoup de liens avec le fait que tout l'univers est régi par une énergie. Là, je trouve que c'est clairement ça. Mais du coup, c'est... bon, voilà. En apprenant tout ça, je trouve que ça renforce la qualité de Princesse Mononoke. Ah bah bien sûr. Et puis c'est vrai que pour le coup, il y a des infos que tu as données où il faut vraiment aller se renseigner, à part si tu connais en amont la culture, etc. Mais sinon, c'est intéressant, c'est toujours pareil, de toute façon, c'est d'aller s'intéresser, gratter un peu plus loin
pour découvrir vraiment tous les symboles cachés, même les références historiques. Et nous, en plus, on n'est pas japonais, donc je pense qu'on peut-être qu'un japonais a beaucoup plus de notions très rapides de ce qui se passe dans Princesse Mononoke. Nous, on est forcément obligé d'aller se renseigner, quoi. Mais c'est intéressant, du coup. Ah oui, oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est fort, que je trouve brillant chez Miyazaki, c'est que autant tu as des références historiques, mais en plus, ces références à des légendes japonaises qui sont réelles. Il n'a pas tout inventé, quoi. Alors des fois, je dis pas que tout inventé, tel que Avatar, c'est super. Mais là, il a rien inventé, mais il est très cohérent dans ce qu'il a fait. Chaque divinité n'est pas là pour rien, et je trouve ça intéressant. Ça représente bien un peu l'image de la forêt qui essaie de combattre, mais qui n'y arrive pas. Et à la fin... Bon, au bout du compte, la fin n'est pas non plus une grosse sapienne, parce que certes, les forges explosent, mais l'herbe repousse. Voilà. Donc il y a ce côté... C'est vrai, à la toute fin, l'herbe repousse sur les dunes, donc la nature n'est pas morte. Elle revit, quoi, du coup. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est le truc qui est pas manichéen, de toute façon, c'est... Oui, moi, je trouve que ça pousse à la réflexion dans le sens où, pour notre survie, bah, on crée des choses qui, possiblement, en fait, en le poussant à terme dans des centaines d'années, vont nous autodétruire, en fait. Sur le moment, et souvent, on a une pensée qui est très immédiate, où on pense, tiens, il y a un problème, tiens, il y a la solution. Mais souvent, on ne pense pas qu'en créant cette solution, bah, on va créer d'autres problèmes par la suite. Ouais. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce jeu. C'est que les personnages, même si ça nous paraît odieux ce qu'ils font, bah, en fait, on comprend pourquoi ils le font. Mais peut-être qu'ils voient trop présent. Et de toute façon, c'est le problème aussi, c'est du nombre. Le problème du nombre, c'est que là, genre, on parlait de la technologie qui arrive, etc. Mais la technologie, elle n'est pas là juste pour se faire kiffer, tu vois. C'est juste parce qu'on est de plus en plus nombreux et du coup, il faut adapter c'est ça. La nature pour pouvoir faire vivre autant de personnes, en fait. Ça. Et du coup, automatiser des choses pour que ce soit plus facile. Et du coup, des fois, c'est un serpent qui se mord la queue. De toute façon, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de bonne solution. Est-ce qu'on va au bout en sachant qu'on va finir par tomber dans un ravin, ou est-ce qu'on met un terme tout de suite? Mais en mettant un terme tout de suite, bah, on risque de prendre des mesures qui vont handicaper beaucoup de monde aussi. C'est super complexe. C'est très complexe. C'est ça. D'ailleurs, voilà. Le dieu serpe, pareil, on voit qu'il représente une vraie divinité, et on le voit à ses pas, il a le pouvoir de la mort et de la vie. C'est quand il marche, autant l'herbe meurt, et l'herbe fleurit en même temps. Et ça représente... si tu regardes ses pas, ouais, t'as sa fan, et ça refleurit en suivant, à chaque fois qu'il marche. Ah, peut-être, ouais. Ok, ouais. C'est pour représenter vraiment c'est lui, vraiment, le symbole de la forêt. Et d'ailleurs, quand il se fait tuer... par Eboshi, je trouve que c'est assez trash. Hein. Pas trash. Avec la tête. Ouais, mais non, mais si, quand même. Après, il y a la tête dans le bocal et tout. Enfin, et après, il attaque tout le monde. Il cherche sa tête et tout. C'est limite horrifique, un petit peu, ouais. Donc, non, donc voilà. Je sais pas si ça a un petit truc à rajouter. Parce que du coup, on a parlé de Princesse Mononoke en parlant de la forêt, du shintoïsme. Donc je sais pas si tu voudrais rajouter un petit truc. Non, comme ça, là, je sais pas. Vas-y, toi, si tu as envie de... Et ben justement, pour conclure, du coup, il s'est inspiré, donc, je le disais tout à l'heure, de Shinakari Sanchi, donc des derniers vestiges de forêt, où il n'y a aucune route, il n'y a rien, et donc de la forêt Yakushima, qui est une réserve de biosphère. Voilà. Et je ne savais pas ce que c'était qu'une réserve de biosphère. Et du coup, je me suis renseigné. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça conclut parfaitement, je trouve, l'animé. Donc c'est quoi une réserve de biosphère? C'est quelque chose qui propose des solutions qui concilient la conservation de la biodiversité et son utilisation durable. Donc c'est exactement de ce qu'on parlait là, comme c'est cette complexité de... Mais oui, c'est ça, ça rajoute un truc. Ouais. C'est qu'en plus de devoir nourrir, par exemple, le plus grand nombre, il faut aussi que ce soit durable. C'est ça. C'est vrai que souvent, on pense à nourrir le plus grand nombre, mais on ne pense pas dans la durée. On pense à nourrir en ce moment, et puis on verra plus tard. C'est vrai que c'est... Oui. Il y a plusieurs questions à répondre. D'où l'intérêt des kami aussi. Peut-être qu'ils nous protègent, nous, en fait, en protégeant la forêt, d'une certaine manière. Pour que ça soit géré durablement. Parce que c'est vrai que si Eboshi continuait à faire ce qu'elle faisait,
c'est ce que tu t'es parlé tout à l'heure, ça allait pas être durable. Peut-être que là, avec tous ces événements, elle va essayer de gérer durablement le truc, et ça va devenir une réserve de biosphère. Je pense que c'est ça. C'est ça, Princesse Mononoke 2, c'est une réserve de biosphère. Mais du coup, c'est ça. Donc, et donc, du coup, ce sont des domaines d'apprentissage du développement durable dans divers contextes écologiques, sociaux et économiques. Et ça touche la vie de plus de 250 millions de personnes. C'est pas rien. Il y a 727 réserves de biosphère actuellement dans 131 pays, dont 22 sites transfrontaliers qui appartiennent donc au réseau mondial des réserves de biosphère. Et comment ça se concrétise réellement? En fait, tu as 3 zones. Tu as une aire centrale, donc vraiment, si on prend une île japonaise par exemple, la forêt de Yukushima par exemple, il me semble que c'est une île. Donc admettons, on va prendre cette île-là. Donc tu as une aire centrale, et donc l'aire centrale comprend un écosystème strictement protégé qui contribue à la conservation des paysages, des écosystèmes et des espèces et de la variation génétique. Donc là, on n'y touche pas. Là, les kami, on les laisse tranquilles. Ils vivent tranquilles, tu vois. En gros, c'est un peu ça le principe. Après, tu as une zone tampon qui est tout autour de cette zone centrale. Donc ça jouxte les aires centrales, et ça, c'est utilisé pour des activités compatibles avec des pratiques écologiquement viables, susceptibles de renforcer la recherche, le suivi, la formation et l'éducation scientifique. Donc en fait, avec la zone tampon qui entoure cette zone centrale, c'est là qu'on fait des expériences pour voir ce qui est le plus intéressant en termes de développement durable. Et après, il y a une zone de transition, donc la 3e zone qui est vraiment tout autour. C'est la partie de la réserve où sont autorisées davantage d'activités, ce qui permet du coup le développement économique et humain, socio-culturellement et écologiquement durablement. Voilà, c'est comme s'il y avait une zone en fait extrêmement sauvage, un peu pour vulgariser. Après, une zone autour où là on étudiait, on faisait des expériences, pour ensuite que la 3e zone puisse vivre correctement avec du coup la biodiversité de l'île ou de n'importe quelle zone. Et je trouve que ça représente totalement en fait l'idée de l'animé, d'essayer de faire ce concept-là en fait de pouvoir vivre un peu de façon utopique en cohésion avec la nature. Mais là, ils font des recherches et je trouve ça super intéressant. Donc voilà, c'est ça une réserve de biosphère et je ne connaissais pas du tout. Et grâce à Princesse Mononoke, j'ai appris ça. Voilà. J'avoue, j'ai rien compris. C'est vrai. Mais, tu m'en reparleras. Je réécouterai. Mais on a 2 heures d'émission. Je crois que je suis peut-être un peu fatigué. Ah mais ça se trouve, j'espère que j'ai pas les mots. Il y a eu trop de mots. J'espère que j'ai pas mal expliqué parce que ça se trouve. Ah, personne n'a compris. C'était. Non, c'est que je suis fatigué. Ça doit être ça aussi. T'es sûr? Bon, Ouais, ok. ouais. J'espère que vous avez compris. Sinon, vous savez quoi? Vous allez vous renseigner. Hein, vous tapez. Le mec s'énerve, tu sais. Non, mais si vous voulez. Oui, tout simplement. Réserve de biosphère, mais c'est. Voilà. Ouais, c'est la fin de l'émission. Peut-être que j'ai mal articulé. Ça m'arrive aussi. Non, c'est que je suis fatigué. T'inquiète. Bon, ok. Bon, bah, comme d'habitude, hein, on est sur la conclusion, là. Conclusion finale. De tout. Donc, c'est-à-dire, si vous avez apprécié, laissez un commentaire. N'hésitez pas, d'ailleurs. Partagez si vous avez aimé. Laissez un avis. Voilà. Dites-nous tout. Et exceptionnellement, sur cette émission, n'hésitez pas à lâcher des félicitations pour La Rochelle. Voilà. Ah oui, aussi. Vous avez, oui. Et j'ai gardé un petit avis de côté. Je me suis dit, allez, pour conclure ça. C'est vrai. J'y pense voilà. jamais, moi, donc, J'en ai deux. Et donc, là, c'est Ciné Live sur le Blu-ray. Le cinéma d'animation à son plus haut niveau pour une visite d'un Japon médiéval habité par les démons et merveilles sublimes. Voilà. Maintenant, on a mieux. Magnifique. On a mieux. Parce que là, c'est pas sur le Blu-ray, c'est l'avis d'un téléspectateur. De Gimli, ami des elfes. Donc, c'est pas pour rien. Non, Gimli, l'ami des elfes. Je viens de comprendre son surnom. Gimli, c'est un fan de Seigneur des Anneaux, mais oui. C'est pas Ghibli. Non, c'est Gimli.
C'est le nain, du coup. C'est le nain dans le Seigneur des Anneaux. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Magnifique, tout est dans la subtilité des personnages, dans la beauté des dessins. Le scénario peut sembler banal au premier abord, mais il se réveille riche et profond. Un des meilleurs films du réalisateur, dont les preuves ne sont plus à faire. » Ne sont plus à faire. Voilà. Magnifique. Sur ce, les amis, on n'a plus rien à dire, je crois. Non. C'est bon, je crois qu'on va aller se coucher. Bon, bah dans ce cas-là, bonne nuit, les amis. Allez, ciao! Salut!